Nous allons commencer cette première table ronde sur les ingérences informationnelles étrangères qui visent la France, mais avec aussi quand même un petit point de vue sur les États-Unis, un point de vue plus récent. J'ai donc le plaisir d'accueillir parmi nous Christine Dugouin-Clément. Christine Dugouin-Clément, elle est chercheuse à la chaire risque de l'IAE de Paris-Sorbonne et aussi à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Partout, quoi. Très impressionnant. Et elle a surtout une expertise, bien sûr, de géopolitique, notamment sur l'Ukraine, la Russie, et elle a publié notamment le livre « Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques ». Nous avons également Maud Kessar, à ma droite, qui est donc directrice du domaine Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Elle est spécialiste de la politique étrangère américaine notamment, mais pas que. Et ses recherches portent sur des enjeux stratégiques américains, les compétitions de puissance, les guerres de l'information, bien sûr, et notamment, elle a publié Les guerres de l'information à l'ère numérique avec Céline Maranger, un livre que dont je ne saurais que recommander la lecture à tous. Et puis, il y a également Marc-Antoine Briand, qui est chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, auprès donc du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et donc évidemment qui est plus que bienvenu sur cette table ronde sur les ingérences informationnelles en France. Je dois excuser, hélas, Kevin Lémonnier qui, souffrant, donc maître de conférence en géographie, n'a pas pu être là parmi nous à sa grande désatisfaction. Il avait beaucoup de regrets, m'a-t-il dit, de ne pas pouvoir être parmi nous. Alors, je propose, le temps est contraint, puisqu'il y a une autre table ronde, puis après tout le monde aura faim, donc il faut absolument qu'on tienne le timing. Et pour ceux qui me connaissent, le fait de me confier le rôle de maître des horloges est risible, voire grotesque, mais je vais quand même, pour une fois, essayer de tenir cette fonction. Alors, le premier round, si vous le voulez bien, je commencerai par Monsieur Briand, puis on ira de la gauche vers la droite. J'ai 5 minutes chacun, si vous voulez, 6 minutes, pour essayer de donner un peu, j'allais dire s'il fallait frapper les esprits qui sont présents dans cette salle, dire quelques idées fortes sur votre analyse sur l'évolution, on va dire sur 10 ou 15 ans, du niveau d'intensité des ingérences informationnelles en France et pour Maud aussi aux États-Unis. Moi, ce que je voudrais vous entendre dire, c'est votre analyse sur finalement les évolutions, le niveau d'où c'est parti et d'où ça en est et quelles sont les grandes tendances que vous avez depuis que vous observez ces questions. Je vous propose de commencer. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, merci déjà à la Fondation. Le micro. Voilà. Mais je crois qu'il ne marche pas. Il marche pas. Après, je peux me rapprocher. Est-ce qu'il marche quand même? Appuyer dessus, quelque chose? Non, c'est pas très grave. Je vais me rapprocher de vous. Je vais vous faire de la place. Voilà. Merci. Je vous pousse un peu. Bonjour à toutes et tous, et puis merci à la Fondation pour organiser cet événement. Alors, je vais essayer d'être assez concret pour vous donner des marqueurs assez forts sur l'évolution de la menace informationnelle telle que nous on l'observe. Avec une mention particulière, c'est que Viginum, c'est un service qui est récent, donc on existe seulement depuis l'été 2021. Donc je peux parler de manière assez concrète des observations depuis notre existence. Je vais évidemment être un peu plus prudent sur l'anté. Beaucoup de choses ont été documentées par le monde académique, merci beaucoup, par le monde de la recherche ou les médias d'investigation. Mais moi, je vais rester quand même prudent pour bien me baser sur nos observations. Si je regarde uniquement l'année 2024, où pour le coup, on a eu 2 séquences électorales, alors une prévue, une un peu moins prévue, et surtout les JO, il y a au moins 3 choses assez fortes, je trouve, qui sont révélatrices de l'évolution de la menace. La première observation, c'est qu'on a affaire face à nous aujourd'hui, pour notamment les acteurs les plus structurés, ceux qui ont une expérience en menace, à des dispositifs qui sont prépositionnés
dans notre débat public numérique. Et ça, c'est une notion importante, la notion de prépositionnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on a des acteurs qui ont, d'une certaine manière, construit des infrastructures, construit des systèmes, et qui sont dans notre débat, au travers de réseaux d'avatars, ça c'est le connu, de pseudo-sites de médias en multilingue qui visent certaines catégories de citoyens. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et ensuite, on a aussi des techniques comme l'usurpation d'identité, le typo-squatting, donc des gens qui vont chercher à usurper l'identité de médias légitimes pour créer des médias qui leur ressemblent, mais qui, évidemment, le contenu n'est pas le même, et toujours pareil, pour viser certaines audiences. Donc cette notion de prépositionnement, elle prouve une volonté des acteurs malveillants d'être persistants dans notre débat public. On viendra, je sais, à propos du débat sur la question de l'impact, qui a été très bien expliqué par Laurent Cordonnier, notamment sur la partie du sondage. Ça, on pourra en parler après. Donc, la première observation, c'est une volonté de se prépositionner dans la durée, dans notre débat. Le deuxième constat, la deuxième observation, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de se prépositionner dans la durée. Et c'est là où je veux un peu alerter un peu tout le monde, mon message, c'est que l'observation qu'on a, c'est pas forcément que les acteurs veulent créer du faux, mais ils veulent plutôt instrumentaliser du vrai. Et ça, c'est à mon avis un élément majeur et qui signe un peu le changement. Vous parlez tout à l'heure de tendance sur les 10-15 dernières années. En fait, c'est ça. C'est que l'intention de se prépositionner dans notre débat sur la durée et d'être persistant, c'est à la fois de bien connaître l'état de l'opinion, de bien connaître les éléments qui circulent dans le débat, et d'une certaine manière, vu que les médias sont montés en puissance en fact-checking, que la question du faux, du fake commence déjà à être... Il y a une forme de sensibilisation du grand public. En fait, ils vont plutôt chercher à amplifier la visibilité de faits réels, de faits d'actualité, d'événements. C'est ça que j'appelle l'instrumentalisation du vrai. Et ça, vous avez des cas très concrets. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture, c'est intéressant. Certains événements sur, par exemple, l'engagement en Ukraine, la guerre à Gaza, on a aujourd'hui ce phénomène qui est très fort d'instrumentalisation du vrai. Et c'est assez difficile pour un service comme Viginum, mais comme aussi tous mes partenaires de l'interministériel, parce que le défi sous-jacent de ça, c'est leur volonté de diluer de l'information manipulée dans de l'opinion. Et donc demain, distinguer ce qui ressort du manipulé de l'opinion va probablement être de plus en plus difficile techniquement. Je parle bien technique, c'est-à-dire d'objectiver les choses. Et in fine, on a cette volonté d'être persistant, cette logique d'instrumentalisation du vrai. Il est probable, et là je rejoins des éléments de conclusion qui vous a été présentés par Laurent tout à l'heure sur le sondage qu'ils ont fait, c'est quelle est la finalité un peu de tout ça ? C'est probablement de polariser les opinions sur la durée. Et c'est ça que je trouve intéressant quand on regarde le résultat des élections américaines. Et encore une fois, je ne ferai évidemment aucun jugement sur le résultat de l'élection. Mais s'il y avait trois choses qui, moi, m'ont marqué, la première, c'est l'état extrêmement élevé depuis 10 ans de polarisation de l'opinion publique américaine. Et ça, en fait, c'est un terreau fertile pour les manipulations de l'information, la polarisation. Le deuxième constat qu'on a, c'est d'une certaine manière, même si, alors en France, c'est peut-être un peu différent au vu des éléments de votre sondage, mais d'une certaine manière, les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne constituent une part croissante de fabrique de l'opinion. Je pense qu'on ne peut pas l'écarter, notamment sur les catégories les plus jeunes. Là, ce que vous mettez dans votre sondage, qui est un échantillon de Français, ça n'enlève pas le fait que dans les 18-24 ans, c'est-à-dire la génération Z, vous avez une part croissante de gens aujourd'hui dont l'information, pas seulement géopolitique, mais de manière générale, se fait sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok, dans le flux d'actualité. Il faut quand même l'avoir en tête, c'est croissant aujourd'hui. Et ce qui, pour moi, le troisième constat de cette élection, et ça rejoint ce que je vous disais sur la volonté de polariser, c'est d'une certaine manière la disparition totale de la notion de nuance dans le débat public de manière générale. Et quand on ne fait plus de nuance, on ne prend plus le temps de prendre en compte des réalités, d'essayer d'être objectif dans les faits, et ça vous l'expliquez très bien tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ça, là, moi, les tendances que nous on observe depuis 3 ans, qui confirment probablement des choses plus anciennes. C'est des dispositifs qui nous connaissent bien, s'implantent dans nos débats, ont une volonté d'être persistants, instrumentalisent plutôt le vrai et pas forcément que créer du faux, avec cette logique de polarisation de l'opinion. Pourquoi ? Parce que c'est du goutte à goutte, c'est une logique de poison lent, et après, ça va être beaucoup plus difficile d'être nuancé dans un débat. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur nos observations sur la menace aujourd'hui. Merci. Donc Christine Dugoin-Clément, c'est à vous. Je récupère.
récupère mon morceau de micro. Vous remarquerez qu'on s'est tous remis un petit peu en pack pour parler de ce sujet, pour essayer de lutter contre l'influence et la désinformation, c'est nécessaire. Plaisanterie mise à part, alors on a plusieurs choses, peut-être pour faire écho à ce que vous disiez. On a une modification dans les méthodes. On peut avoir finalement un coût d'entrée qui est relativement abaissé quand on parle d'approche numérique, quand on va parler par exemple de typo squatting ou ce genre de choses. Quelque chose qui peut tout à fait se faire, c'est de prendre un article existant, de le passer en IA générative et de demander à une IA de changer le ton ou d'ajouter un élément ou un autre. Et là, votre coût d'entrée, parce que ce sont des outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser, eh bien, c'est abaissé. Donc, vous avez une possibilité de démultiplier le nombre d'éléments et d'avoir ce coût abaissé par rapport au fait de devoir payer X troll, serait-ce à un tarif modique et non représentatif par des organisations syndicales, mais néanmoins, vous arrivez à pouvoir avoir cet effet-là. Autre chose, on a un jeu qui se fait sur la démultiplication des crises. Ce que l'on voit, c'est qu'on va toucher des sujets soit de manière assez opportuniste, soit parce qu'on aura ce travail que vous évoquiez, monsieur, sur le temps long, c'est-à-dire cette espèce d'insertion qui permet de pouvoir l'activer au besoin. Et puis parfois, vous voyez un événement extérieur, plus ou moins prévu, qui va avoir cet effet émotionnel et de polarisation. Et vous allez, tel l'enfant du 19e siècle qui donnait de l'élan au cerceau pour le faire jouer, et bien pousser cet élément-là. Et puis ce que l'on voit, c'est que en plus de cette temporalité où on va croiser le travail sur un temps long et opportuniste sur des pics de temps court, eh bien, on va jouer sur différentes aires, aussi bien sur des aires géographiques, donc ce qui va toucher directement le territoire national, mais des éléments qui vont pouvoir être activés à l'extérieur et qui seront repris d'une manière ou d'une autre sur le territoire national. C'est ce que l'on a pu voir avec des réseaux qui poussaient certains narratifs en Afrique de l'Ouest qui étaient repris sur le territoire national, par exemple. Et là, vous arrivez à avoir quelque chose qui est extrêmement compliqué, puisque vous allez mettre des décideurs dans la position de devoir gérer non pas une seule crise ou situation extrême ou élément de tension sur le territoire national, mais plusieurs avec des aires géographiques différenciées. Et vous allez ajouter à ça que vous allez pouvoir jouer sur des approches qui seront politiques, des approches qui seront sociales, des approches qui seront économiques en fonction des réseaux que vous aurez mis en place et que vous allez réactiver. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez arriver à une forme de fracturation des opinions publiques et parallèlement de polarisation aussi. Vous allez polariser des mécontents, vous allez polariser par exemple sur des replis nationaux, sur des replis nationaux, des replis identitaires, tout en ayant une diversité de profils. Vous allez les tirer par différents points sur cette espèce de polarisation-là. Donc vous allez à la fois avoir une fracturation et une polarisation, ce qui rend extrêmement délicate la prise de décision du pouvoir étatique. Donc ça, ce sont des points que l'on peut observer. Et puis, autre chose, on a dans le travail de mise en réseau, et je vais en finir avec ça, je crois, parce que le temps court, non, ça va. Non, je m'étais dit que je mettrais une horloge, évidemment, j'ai oublié quand j'ai commencé. Alors, il y a déjà 4 minutes, pas plus. Oui, ben voilà. Il en reste 2. C'est bon, on est large. Vous avez la possibilité de faire non seulement de la sérialisation, mais aussi de la légitimation montante et descendante. C'est-à-dire qu'un narratif qui va être poussé va pouvoir bénéficier d'un écho par d'autres sites, d'autres canaux, d'autres réseaux, ce qui lui donnera du sens, ce qui lui donnera du corps. Et dans l'autre approche, quand je vous parle de légitimation montante et descendante, c'est qu'on a eu pendant un certain temps tendance à regarder le volet numérique d'un côté et le volet offline dans la vraie vie de l'autre. Là, ce que l'on voit, c'est que vous allez avoir des contenus qui seront poussés en ligne et on va essayer de potentiellement recréer, quitte à le faire de toutes pièces, un événement dans le monde réel pour justifier le narratif que vous avez. Et vous pouvez le faire soit parce que vous allez avoir d'abord un narratif online ou créer un élément dans la vraie vie. C'est ce que l'on a pu observer notamment avec les étoiles de David. Ça a été très rapidement mis en lumière par Viginum, donc ça n'a pas fonctionné comme ça aurait pu le faire, mais en tout cas, c'est la démarche que l'on va avoir. Et plus vous allez avoir ce genre d'éléments, plus vous allez légitimer et donner du corps à votre narratif, parce que vous aurez des gens qui vont passer, qui vont dire « bah oui, effectivement, je l'ai vu, donc ça a une réalité ».
Donc on est sur ces approches-là. Et puis le dernier point, je crois, c'est qu'on a eu une modification. Je parlerai notamment pour la Russie. En plus, en l'absence de mon camarade Kevin, je me sens un petit peu obligée. Ah oui. Et vous avez une remodification et une réorganisation extrêmement importante des structures qui sont en charge de la désinformation, que ce soit sur leur mode de gouvernance, que ce soit sur leur mode de recrutement, voire sur la mesure de ce qui est estimé comme étant un succès des opérations. Et c'est notamment un travail qui a été fait à partir de 2022, qui a été testé, qui maintenant se redéploie. Et vous avez, quand on parle d'influence, un recrutement qu'on va parler de clear skin, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de dossier préalable, qui vont être des natifs de différents pays. Alors vous avez des recrutements qui vont se faire dans les Balkans, en Afrique, en Amérique latine. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'aller identifier qui sont ces personnes-là. 6 minutes. C'est parfait, vraiment parfait. Si les micros marchaient parfaitement tous, ça serait merveilleux, mais là, bon, on ne va pas pouvoir. Mais heureusement, il y a le micro à main, donc je cède la parole à Maud Kessa. Alors, je vous remercie. Je vais revenir peut-être sur je remercie d'abord la Fondation Descartes, l'ensemble des panélistes, et Arnaud Mercier pour présider cette table ronde. Et je vous remercie de m'avoir invité. Donc, pour évoquer finalement un sujet qui est celui des démocraties, et pas simplement de la démocratie française, mais parce que depuis le début de cette conversation que nous avons ce matin, il a été question de phénomènes qui sont transnationaux. Et quand on parle de désinformation, bien évidemment, on ne peut pas concevoir un espace informationnel qui serait fermé ou qui serait limité visiblement à un État national. Or, il se trouve que l'acteur sur lequel je travaille, ce grand État qui est les États-Unis, a tendance à beaucoup diffuser de son modèle et de ses stratégies en matière d'information, mais pas que. Et donc, ce qu'on va observer pour ce premier volet de questions, qui était donc les évolutions majeures qu'on peut voir en matière d'ingérence informationnelle, je ne remonterai pas à 10-15 ans, Arnaud, je remonterai plutôt à 8 ans. 8 ans, pourquoi ? Parce qu'on est en 2024 et les deux landmarks ou les deux points de repère que l'on a à étudier, c'est 2016, évidemment, et 2024. Qu'est-ce qui change entre 2016 et 2024 ? En 2016, vous vous rappelez, c'est les ingérences étrangères informationnelles qui sont attribuées à la Russie, alors qu'on pensait la démocratie américaine assez dormante sur cette question, pas sur la question des ingérences en soi, mais sur la question des ingérences étatiques et, je dirais, multi-acteurs. Donc, les États-Unis étaient davantage concentrés sur les ingérences informationnelles qui étaient portées par des acteurs non étatiques, comme les acteurs djihadistes, jusqu'en 2016. En 2016, ils modifient leur système de réponse à ces menaces, et ce qui permet d'identifier et nous de montrer ou de cartographier quelles sont toutes les attaques informationnelles et les ingérences qui sont portées par des acteurs qui sont aussi bien donc la Russie en 2016, mais surtout l'Iran, la Chine, la Corée du Nord. Et alors qu'on a attribué et que les autorités américaines, via notamment une cellule spécifique du département d'État qui est un petit peu montée en puissance entre 2016 et 2024, le Global Engagement Center. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que cette cellule va peut-être disparaître dans quelques temps. Elle sera absorbée, et cette disparition, c'est pas une observation qui serait peut-être une marotte intellectuelle de regarder comment fonctionnent les États-Unis. Ça en dit aussi beaucoup de comment on lutte contre ces menaces et qui lutte aux États-Unis contre ces acteurs en particulier. Donc cette cellule du département d'État, que mes collègues ici doivent bien connaître aussi, puisque ce sont des interlocuteurs, elle a toujours été assez militarisée, elle avait à peu près 600 membres, et là vous m'arrêterez, Marc-Antoine Briand, si on n'était pas autour de 1200 aujourd'hui, et l'idée c'est d'avoir une militarisation de la réponse. On est donc une idée peut-être de formation différente aussi des personnels. Pourquoi ? Parce que les caractéristiques en fait d'évolution entre 2016 et 2024, c'est qu'on a plus d'acteurs, qu'on a des opérations d'ingérence pas quasiment systématiques à chaque échéance électorale. Et il a fallu quand même attendre 2022, c'est-à-dire les midterms américaines de 2022, alors qu'on avait déjà eu 2016 et 2020, pour qu'il y ait finalement un document stratégique qui soit émis spécifiquement sur l'espace informationnel. Je ne parle pas des menaces cyber, je parle du document stratégique de 2023 qui montre que les autorités américaines prennent véritablement conscience de ce qui me paraît très important de distinguer. Ce ne sont pas les menaces qui pèsent sur les infrastructures critiques, les infrastructures cyber, et qui seraient donc défendues par le cybercom
à l'extérieur et qui serait aussi finalement assurée, ou il y a une sécurité cyber qui est assurée aux États-Unis par un organisme qui s'appelle le CISA. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans l'impact des effets délétères de ces campagnes d'ingérence. Donc il y a eu une compréhension, et les autorités américaines ont abordé ces questions en se disant que finalement il fallait peut-être d'abord traiter la sécurisation des infrastructures avant de traiter le message. Et je pense que c'était un tort. Pourquoi ? Parce que, à l'évidence, ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus inquiétant aux États-Unis, c'est les phénomènes de circulation de désinformation sur les différents réseaux sociaux dont on a parlé depuis le début de cette conversation ici. Mais celui qui préoccupe le plus nos partenaires américains, c'est l'utilisation de TikTok. Alors, chez les populations jeunes, sans doute, avec des effets peut-être à minimiser. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le phénomène donc, les attaques qui sont multiplateformes. La plus grosse, peut-être, c'était celle de 2023, qui a été dénoncée par Meta et qui est désignée comme étant une opération spamouflage. Je vous renvoie à des travaux que moi-même ou certains de mes collègues ont pu mener sur ces questions. Et ce que ça dit, en fait, des opérations d'ingérence étrangère dans l'espace informationnel, c'est qu'on ne passe pas par une seule plateforme, qui serait X, Facebook ou autre, c'est toutes les plateformes en même temps, et c'est peut-être aussi le passage d'une plateforme à l'autre. Et ça, cette étude des phénomènes transplateformes, c'est aussi ce qui doit changer dans l'approche qu'on doit avoir des phénomènes d'ingérence informationnelle. Je suis à 5 minutes 55, donc je prends 50 secondes pour dire que oui, je suis d'accord avec une polarisation exacerbée concernant la politique américaine et le fait que ça creuse les failles internes et que ça permette aux ingérences et aux acteurs étrangers d'être plus performants. Mais moi, j'irai plus loin, et je crois que Christine, vous avez aussi filé cette idée, c'est qu'on n'est pas dans un contexte de polarisation simplement de l'espace informationnel nord-américain, et je dirais plus largement, puisque c'était mon objet, occidental. On est dans un espace qui est totalement fragmenté. Et il est fragmenté à l'image, si on prend la démocratie américaine, des culture wars américaines, c'est-à-dire de tous ces groupes sociaux, ces communautés et ces guerres culturelles qui sont ancrées dans une société bien déterminée, mais il est aussi fragmenté dans nos espaces occidentaux qui sont finalement connexes. Et aujourd'hui, si on est un acteur chinois et qu'on veut être performant quand on mène une ingérence étrangère contre les États-Unis, on les attaque sur le territoire américain en appuyant sur les clivages sociétaux, les questions raciales, la question climatique ou même les incendies en Californie, surtout la santé, mais ça je ne vais pas développer parce que j'ai ici des grands spécialistes de l'hésitation vaccinale. Et puis aussi, on disperse, on mène ces campagnes de désinformation au sein des pays de l'Alliance ou des partenaires stratégiques des États-Unis. Ça peut être... On essaie de pousser des récits au sein qui décrédibilisent les États-Unis et qui, au contraire, vont crédibiliser l'État chinois dans l'Alliance Atlantique, mais c'est aussi dans l'espace Indo-Pacifique. Il faut bien comprendre que quand j'ai parlé de circulation de ces phénomènes et de l'aspect transnational des ingérences informationnelles, c'est important. On s'en rend compte en France quand on pense à notre Nouvelle-Calédonie et nos territoires dans cette région-là. Mais les États-Unis s'en rendent compte aussi beaucoup parce qu'ils ont des territoires dans cette région et ces phénomènes sont connexes et ils circulent. Voilà, et je parlerai de l'impact après. Mais, oui, merci beaucoup. Juste deux petites remarques personnelles. Il est vrai que la prise de conscience de la menace informationnelle comme étant autre chose que la protection des tuyaux, mais sur le contenu a tardé, y compris chez les militaires français, et puisqu'on est dans l'école militaire, autant le dire, il y a eu une période où la question de la protection informationnelle était perçue comme une protection informatique, ce qui était d'ailleurs justifié, mais qui a obéré le reste, et qui a eu des difficultés à intégrer l'idée que, et c'est pour ça que comment je me suis intéressé, que j'avais publié dans l'Annuaire français des relations internationales
International a un long papier sur la cyberpropagande de Daesh. Même moi, à un moment, j'étais surpris quand je faisais un peu l'aspect rétroactif de voir que Daesh recrutait sur Twitter à travers les hashtags de la Coupe du Monde 2014 des matchs, vous savez, Colombie-Paraguay, hashtag Colpar, etc. C'est-à-dire que ils avaient table ouverte, et sur YouTube, etc. Donc on a quand même mis un certain temps, malheureusement, à prendre conscience qu'effectivement, la protection informationnelle n'était pas qu'une protection informatique, mais là, heureusement, quand même, on s'est mis à jour sur pas mal de choses. Alors, on va recommencer, si vous le voulez bien, un deuxième round, dans le même sens, sur l'aspect, finalement... Est-ce que les uns et les autres, vous pourriez nous donner un ou deux exemples très précis de modalités un peu précises, qu'on rentre un petit peu dans le détail des choses sur les modalités d'ingérence et sur la manière dont on peut établir la source? Parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Ça a été déjà évoqué. Il y a des recrutements... de personnalités locales, etc. Donc, jusqu'à quel point on peut attribuer, donc quelle modalité et comment repérer l'origine? Je vous propose de prendre la parole. Alors, je vais peut-être juste, avant de répondre à votre question, juste revenir sur votre remarque s'agissant d'un retard peut-être dans la prise de conscience, etc. Moi, j'ai une vision un peu différente. Je crois que quand on est une démocratie, le sujet de la manipulation de l'information, c'est le sujet de l'opinion et de la liberté d'expression. Et je pense qu'il y a eu une prudence peut-être excessive de ne pas aller trop loin dans ce que d'autres dictatures ont pu faire, ou régimes autoritaires, où eux ne font pas la distinction entre la sécurité du contenu et du contenant, puisqu'on parle de sécurité de l'information, pas de sécurité des systèmes d'information dans ces pays autoritaires. Je pense que nous, on a toujours eu, à mon avis, une prudence excessive à ne pas aller trop loin. Et vous voyez, par exemple, dans le début des années 2010, lorsque les principales armées occidentales étaient engagées dans des conflits de contre-insurrection, par exemple, tout le monde avait parfaitement identifié que détruire des groupes armés asymétriques, on pense à Daesh ou des mouvements talibans, c'est une chose, mais que on ne résout pas le problème de l'idéologie, qui est un centre de gravité immatériel, qui est compliqué à traiter. Donc, moi, je reste convaincu qu'en fait, on a plutôt agi par précaution excessive pour éviter qu'une démocratie se mette demain à dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Parce que volontairement, vous allez complètement en fait subjectiver, pardon le terme qui est vilain, le débat et peut-être neutraliser l'action de l'État. Ça c'est plus un avis, une appréciation qui est personnelle. Sur votre question maintenant. Alors, moi, tel que je le vois, parce que vous parlez de la source, donc un peu de l'origine des acteurs en fait. Oui, et puis avec quelle modalité et comment repérer la source, c'est ça, comment attribuer? Alors, si je parle de groupes d'acteurs qui nous menacent, et je reviens dans le champ de Viginum, c'est-à-dire la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Donc moi, c'est ma lecture, mon prisme. Je vais faire pas de généralité, je vais me baser là-dessus. Moi, je vois 3 groupes d'acteurs qui sont assez différents, et chacun de ces groupes a des modalités différentes de mise en œuvre. Le premier groupe d'acteurs, c'est les acteurs, et je vais reprendre un peu le terme que je vous ai dit tout à l'heure, les plus persistants, les plus expérimentés. Ceux-là, je pense à la Russie, mais dans les sujets d'actualité, on peut aussi parler de l'Azerbaïdjan, je pense que c'est bien de le nommer. Ça, c'est des groupes d'acteurs qui aujourd'hui ont cette volonté de persistance dans le débat, par tout un tas de canaux différents. Je parlais tout à l'heure des avatars, des pseudo-médias, des sites typo-squattés, mais aussi du recours à des influenceurs. Voilà, on peut parler de pas mal de choses différentes. D'une certaine manière, ce qu'ils font est relativement assumé. Donc, en termes d'attribution, puisque c'est le terme que vous employez tout à l'heure, Viginum ne fait pas d'attribution. En France, c'est le niveau politique qui attribue. Nous, on fait un travail de caractérisation, un travail d'imputation. Je ne dis pas dire que c'est facile, parce qu'ils mettent quand même quelques procédés de dissimulation, mais globalement, c'est assumé. Vous avez une deuxième catégorie d'acteurs qui, là, pour moi, sont des acteurs qui sont très opportunistes. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui ont une grande expérience, ce n'est pas forcément des gens qui sont structurés ou déjà dans notre débat, mais c'est des gens qui ont une volonté, en tout cas, d'agir dès qu'une opportunité dans les faits d'actualité, dans les événements du pays visé émerge. Parce que ça a déjà, par exemple, une certaine visibilité dans les médias. Un sujet qui est intéressant, c'est l'affaire des punaises de lit. L'affaire des punaises de lit n'est pas du tout à l'origine une manipulation de l'information. En fait, c'est un sujet qui était déjà dans le débat public français. En fait, on en parlait librement. Et parce qu'il avait atteint une certaine forme de visibilité dans le débat, que des médias en avaient fait des contenus, là, des acteurs étrangers sont arrivés et par opportunité ont essayé d'en amplifier la visibilité. Ces acteurs-là, ça peut être par exemple des acteurs pro-turcs sur le sujet de la baya ou du voile. Ça peut être des sujets pro-iraniens.
par exemple sur la présence de la délégation israélienne lors des JO à Paris, ou des mouvances non étatiques étrangères qui sont dominantes complotistes, anti-vax, ce que vous mentionnez tout à l'heure. Enfin, il y a une troisième catégorie d'acteurs que moi j'appellerais plus périphériques, quand bien même il y a des gros pays, je pense à des acteurs pro-chinois. Pourquoi je dis périphériques par rapport à la France? Parce qu'on n'est peut-être pas, les intérêts français sont peut-être pas ceux qui sont visés en premier. La logique telle que nous on l'observe aujourd'hui, c'est plutôt de s'attaquer aux États-Unis, qui reste le grand adversaire de ces acteurs pro-chinois. Évidemment, il y a le bloc occidental derrière, mais quand la France voit ses intérêts touchés par des narratifs qui viennent de sources pro-chinoises, c'est souvent plutôt de manière périphérique. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on va plutôt mettre en avant l'amitié franco-chinoise ou les partenariats franco-chinois pour essayer plutôt de scinder le bloc occidental, d'isoler les États-Unis, en tout cas dans les narratifs. Ça, je vous parle là-dessus en termes de vraiment de ce qu'on observe. Sur le travail, la grande difficulté, c'est ce travail un peu de caractérisation, d'imputation, que vous évoquiez tout à l'heure. Et en fait, la spécificité de Viginum par rapport à d'autres acteurs, c'est que nous, on ne travaille pas sur le contenu. En fait, ça ne nous intéresse pas, en fait, véritablement. Ce qu'on va travailler, nous, c'est les techniques de diffusion, c'est les mécaniques d'amplification, c'est la façon, les modes opératoires que les gens vont utiliser pour, d'une certaine manière, amplifier un contenu ou manipuler. Et pourquoi c'est intéressant, en fait, de travailler plutôt sur le mode opératoire ou sur les techniques de diffusion? Un, c'est que vous objectivez l'action de l'État. Viginum n'est pas là pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Vous imaginez bien que la parole serait complètement inaudible pour tout un tas de raisons, voire même que la légitimité de l'action de l'État serait flinguée. Le deuxième avantage de travailler sur la question des modes opératoires, c'est qu'ensuite, quand vous allez voir les plateformes en ligne qui hébergent le débat public, si vous venez qu'un contenu en disant « Ah, ça c'est de la désinformation », concrètement, elles vont vous envoyer balader. Parce qu'elles vont considérer au titre du premier amendement aux États-Unis, liberté d'expression, ce n'est pas une infraction pénale, les gens racontent ce qu'ils veulent. Quand en revanche vous dites, il y a 1095 bots, comme sur l'affaire des étoiles de David, vous avez des trolls ou des manœuvres coordonnées entre plusieurs plateformes, ce que mentionnait Maud tout à l'heure, ça contrevient à leurs conditions générales d'utilisation, là ils sont obligés d'agir. Donc en fait le travail sur les modes opératoires, au-delà de que l'État reste à sa place, laisser la société civile, les médias faire le travail sur les contenus, ça nous permet nous de trouver des leviers vis-à-vis des plateformes qui hébergent le débat public aujourd'hui. Merci. Alors, on a parlé de polarisation et de fracturation, et je vous rejoins tout à fait. Et merci d'avoir souligné la métaphore que j'essayais de filer en 6 minutes. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on essaye de pousser sur certains États qui assument, comme vous le disiez, cette approche, c'est d'essayer de gérer leur propre espace informationnel d'une certaine manière par rapport à la façon dont ils vont essayer de fragmenter et de jouer sur les polarités d'une autre. Et ce que vous avez, c'est qu'on approche une dichotomie. Et la dichotomie que vous allez avoir, c'est d'un côté ordre et règles, et de l'autre désordre et, quelque part, faiseur de désordre. Alors après, vous allez avoir différents narratifs. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là, je me permettrai de reciter les travaux de notre ami Kevin, qui est dans le fond de son lit, mais qui avait travaillé sur notamment la maîtrise de la sphère informationnelle russe, où l'objectif est d'avoir une forme de contrôle et de linéariser le débat. Plus vous allez avoir de variables à gérer, plus l'équation sera complexe. C'est ce que vous avez dans les théories du chaos. Plus vous allez avoir un système linéaire, serait-il tronqué, mais avec un pouvoir fort qui va finalement appuyer tout son poids pour le maîtriser, plus votre prise de décision sera relativement simplifiée. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit être porté. Alors, dans les différentes approches que l'on peut voir, on a eu aussi des évolutions dans les modes de financement. Et ça, c'est assez intéressant, je pense. On a pu voir l'utilisation de plateformes du type Click4Pay, où finalement, vous allez financer tout à chacun. Alors parfois, vous allez aussi mettre des gens que vous avez un petit peu téléguidés, mais en leur demandant d'aller partager le maximum de contenu sur des plateformes diverses. Et on rejoint cette approche de plateformes diversifiées que vous évoquiez. Pas uniquement l'oiseau bleu auquel on pensait, mais d'autres. Et vous allez avoir aussi, dans l'approche de toucher des publics qui sont plus jeunes, on va aller travailler sur des réseaux qui ne sont pas des réseaux d'information et qui sont vraiment et clairement à visée ludique. Et là, vous allez retrouver notamment les chats sur les jeux vidéo massifs et en ligne.
Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais finalement, vous n'allez pas porter un narratif spécifique, mais vous allez semer, tel le petit poussé, des petits cailloux, des petits éléments, et ça sera beaucoup plus traître, parce que quand vous allez regarder un site qui est censé faire de l'information, etc., il y a eu des efforts qui ont été notables en France, mais pas que, sur l'éducation aux médias, sur l'hygiène numérique, etc. Donc, vous savez que vous pouvez être l'objet de... Donc, vous avez une forme de défiance quelque part, vous avez une forme de mise en alerte. Vous n'aurez pas cette forme de mise en alerte quand vous êtes sur du jeu vidéo. Déjà, vous n'êtes pas forcément sur la même approche, et puis vous êtes quelque part, comme dirait un de mes fils, vous êtes en train de jouer pour pas respawn au 2e niveau. Donc, finalement, votre capacité... Oui, il y a des joueurs en face, oui. Donc, quelque part, vous n'êtes pas dans une approche de prévention ou d'attention cognitive et de vigilance sur ce genre de choses. Et plus vous allez avoir ces petites pierres qui sont lancées et cette approche que l'on disait de multiplateforme et de sérialisation du narratif et du discours, ça va vous rendre potentiellement un petit peu plus perméable à ce genre d'approche. Et ça, je pense que c'est réellement quelque chose d'important. Et là, je vous rejoins pleinement sur le fait de devoir travailler sur des plateformes différentes, sur des approches différentes. Et peut-être, en dernier point encore pour rebondir sur ce que vous disiez, se saisir d'un sujet cognitif, que ce soit pour les pouvoirs publics ou pour les armées, est extrêmement délicat. Quand vous allez sécuriser un système informatique, vous avez, même s'il est numérisé, des éléments qui sont beaucoup plus tangibles et qui sont beaucoup moins mobiles, beaucoup moins souples que ce que vous aurez sur les cognitions humaines. Et sans parler du risque que l'on pourrait avoir d'être le ministère de la bien-pensance ou ce genre de choses-là. Donc c'est un sujet qui est éminemment délicat à saisir. Et puis quand on parle par exemple du traitement militaire, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est l'objectif? Enfin, on est sur un changement de paradigme. Préalablement, vous étiez dans un conflit, vous aviez un objectif de saisie d'un point, de destruction d'un point, etc. Vous aviez un effet tangible, physique. Là, sur cette approche-là, c'est quelque chose qui a demandé de retravailler des notions. Alors, on a le grand retour d'approches qui font long feu, dont on parlait déjà depuis les années 70, de guerre psychologique, de guerre cognitive, de définition de ce sujet-là. Mais de par la mobilité, la volatilité de ce sujet-là et le fait, et j'en remercie le ciel sur les 2 genoux, que nous soyons dans une démocratie, ce qui donne effectivement une capacité à la liberté d'expression, mais donc à ses possibilités d'entrée, rend le sujet délicat à traiter. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire d'autoflagellation excessive. On est quand même très loin d'être le plus mauvais élève. Et là, je pousserai un regard appuyé sur mon voisin de gauche sur ce sujet-là. Merci. Ouais. Maude ? Alors, je crois que Arnaud voulait que je revienne sur les effets délétères en fait de ces ingérences informationnelles, et ce que je voudrais souligner, puis pour filer ce qu'on a commencé à faire sur le bornage 2016-2024 en ce qui concerne les États-Unis, c'est que cette fois, le personnel politique américain, celui qui est encore aux affaires en particulier, dit il n'y a pas de Russiagate. Alors qu'en 2016, il y avait un Russiagate. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2024? Quels ont été les différents effets délétères qui puissent amener un personnel politique à dire ça? Alors que si vous avez suivi, comme moi, oui, comme beaucoup de gens, la campagne américaine, il y a eu des attributions faites par les mêmes organismes que je citais tout à l'heure d'ingérence informationnelle russe en particulier, pendant la campagne. On le savait avant, et puis, comme je vous rappelais que depuis 2022, c'était en croissance, ce n'était pas particulièrement surprenant. Ce qui a changé aussi, c'est le rôle des acteurs endogènes. Et quand je parlais d'interconnexion des acteurs et des écosystèmes, qu'on appellerait aujourd'hui des écosystèmes aussi de propagande, comme hier, eh bien, les acteurs endogènes, dans la démocratie américaine en particulier, ont un rôle extrêmement puissant d'amplification de toutes les ingérences étrangères. Et donc, l'exemple le plus clair, c'est sans doute la manifestation donc de cet agrégat de radicalisation et qui s'est matérialisé dans l'espace physique et concrètement le 6 janvier 2021. Et c'est parce qu'il y a cette forte conscience de ce que fait le passage de l'utilisation de campagnes de désinformation et d'ingérence étrangère dans la réalité physique et politique
qu'aujourd'hui, il y a cette prudence qui est prise par les autorités américaines. Ça nous donne quoi aujourd'hui par rapport à la possibilité que cette démocratie que je désignée en préambule comme étant une démocratie assiégée et fragmentée par ces différentes luttes informationnelles, multi-acteurs, eh bien, ce que ça donne, c'est qu'effectivement, les institutions américaines, celle de l'État fédéral, puisque c'est un État fédéral et que c'est finalement une difficulté ou un handicap pour les États-Unis d'être un État qui a différentes instances. On ne gère pas des luttes informationnelles de la même manière à l'échelle de l'État fédéral que d'un État qui pourrait être un État pivot, par exemple, lors d'une campagne électorale. Donc, la défiance vis-à-vis des institutions fédérales est particulièrement forte et elle est entretenue par ces deux groupes d'acteurs dont on parle, les puissances étrangères et les acteurs endogènes. Les acteurs endogènes, c'est ceux des mouvements complotistes de QAnon qui ont disparu et qui sont réapparus sur les réseaux numériques là, pendant la campagne de 2024, ce sont ceux de l'alt-right américaine aussi qui sont très actifs, ceux qui ont été toutes ces actions ayant été documentées dans un document de stratégie nationale sur les terroristes de l'intérieur qui est sorti en juin 2021 et qui avait été commandé par la Maison-Blanche à ce moment-là. Cela donne donc tout ça. Une vision, une absence de confiance totale dans des institutions qui pourraient justement protéger les utilisateurs, les citoyens américains d'ingérence quelconque. Donc le CISA dont je parlais tout à l'heure, qui avait pour but finalement de sécuriser des infrastructures numériques et cyber, a pris une désignation politique. C'est une des dérives de la démocratie américaine, c'est-à-dire que les détracteurs de l'institution fédérale vont dire que le CISA, qui n'a pas vocation à faire du contenu, est un ministère de la vérité. Et cette dérive, elle amène à des risques sociétaux majeurs qui ne sont pas que politiques et qui ne sont pas que liés à la politisation de cette démocratie en particulier. Ça impacte aussi un des atouts majeurs de la démocratie américaine et de son soft power, à savoir le monde de la recherche. Aujourd'hui, vous voulez faire de la recherche sur les ingérences informationnelles aux États-Unis. Vous êtes la première cible, comme certains médias, comme ce que j'ai entendu déjà au début de cette conversation, des détracteurs et de ceux qui vont finalement faire le jeu des puissances étrangères. Et les exemples marquants que l'on peut nommer, bien sûr, c'est la disparition de l'Internet Agency de Stanford. La première est peut-être la plus visible et la plus renommée, celle-là même qui a produit un certain nombre de personnels compétents qui ont pu servir au département d'État ou au CISA, donc c'est ou Homeland Security, ou bien pour la sécurité intérieure, ou bien pour la sécurité extérieure, je dirais, ou plutôt pour tout ce qui relève de la diplomatie. Ça m'amène à toucher un point important. Si on veut que nos démocraties soient résilientes, parce que finalement c'est l'objet de cette conversation que l'on a depuis ce matin, et si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on ne fera rien sans partenariat public-privé, puisqu'aux États-Unis c'est pas un gros mot. On ne fera rien si les différents acteurs institutionnels ne se parlent pas, et si on ne pense pas que quand on lutte contre les ingérences étrangères, on doit forcément appartenir au département d'État et pas au Homeland Security. Et bien la réponse n'est pas bonne. On ne peut plus travailler en silo. On n'a pas tiré les leçons de 2016. 2016, c'était ça la leçon, c'est qu'il faut travailler de whole government approach. C'est devenu dans notre littérature, dans notre langue française, il fallait avoir une approche englobante. Et aujourd'hui, on n'y est peut-être pas encore. Et c'est ce à quoi on réfléchit avec mes collègues nord-américains. Comment arriver à des structures qui permettent de ne pas finalement donner des prérogatives de lutte contre les ingérences, simplement soit à un ministère des Affaires étrangères, soit à la Défense, soit à une structure ad hoc. Et la structure ad hoc, elle est intéressante de ce point de vue. Et donc, je m'arrête là. Elle est intéressante avec le modèle français, pour le modèle européen. Et ça intéresse aussi nos partenaires. Donc, c'était la note d'optimisme par rapport à ma vision très pessimiste de la démocratie américaine. Voilà.
Merci beaucoup. Je constate, avant de lancer le troisième round, qu'il y a quand même eu quelque chose qui m'a beaucoup étonné. C'est qu'en 2016, il y a eu cette opération de hacking russe sur les mails de la campagne de Hillary Clinton, notamment Podesta, etc., qui a été extrêmement relayée dans les médias, y compris, dont les résultats de ce hacking ont été extrêmement relayés, y compris New York Times, etc., et que cette année, on accuse l'Iran d'être à l'origine d'un hacking sur des mails de la campagne de Trump, et que les médias ont pris la décision, pour la plupart, de ne surtout pas en parler. Et donc, il y a un phénomène un peu deux poids, deux mesures tout à fait étonnant, puisque finalement, ils se sont, alors peut-être, laissés aller à utiliser cette source d'ingérence étrangère russe en 2016 contre la candidate démocrate, et qu'en 2024, leur bras s'est arrêté, alors même que dans certains médias, ils ne faisaient pas mystère qu'ils n'appréciaient pas Donald Trump, mais qu'au nom justement du fait qu'il ne fallait pas laisser trop de place à l'ingérence étrangère, puisqu'on soupçonnait fortement l'Iran, eh bien, ils n'en ont pas parlé. C'est quand même assez stupéfiant de voir quand même là cette évolution en 8 ans. Oui, Maud ? Non, moi, j'aurais un point là-dessus, Oui, parce que en fait, ça va dans le même sens de ce que je disais sur aussi la Russie. C'est une faillite du système qui était en place, le rôle qu'a pu jouer l'Iran dans cette campagne. Et particulièrement, pourquoi ? Parce que ce qui change beaucoup, la question qu'on doit se poser, puisque ce qui nous intéresse, c'est de parler des effets, et c'est la question que soulevait Laurent, il y a un gros travail à faire là-dessus. Si on parle des effets, en 2016, on s'est dit, il y a eu une ingérence russe, est-ce que les électeurs potentiellement ont été touchés et ont voté plus Trump que Hillary Clinton, très clairement. Mais la question, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là en 2024. La question, c'est à quel point une ingérence étrangère peut amener aussi les électeurs à ne pas voter. Et ça, c'est particulièrement clair. Le ni-ni, il a été très présent dans la campagne, et il a été poussé aussi dans tous les récits poussés par l'Iran, qui ont été poussés depuis l'Amérique latine à destination des communautés musulmanes qui ne sont pas si nombreuses aux États-Unis, mais l'échantillon intéressant, c'est le Michigan, un État pivot, avec un échantillonnage très intéressant. Le résultat du vote, c'est qu'ils ont voté vert, d'accord, mais c'est aussi parce que les personnels politiques ne sont pas allés chercher cet électorat-là sur les sujets sur les grands récits qui les intéressaient. Certains ont été rappelés par Laurent. Alors aux États-Unis, ils ne sont pas racontés de la même manière, mais ça a eu un impact important. Et en fait, c'est cette faillite-là dont on ne parle pas, plus encore que du rôle de l'Iran, je pense, qui était... Si je peux me permettre une boutade, que les musulmans votent vert, c'est assez logique. Alors, peut-être juste un complément par rapport aux propos de Maud sur la question de l'impact, notamment le sujet aussi de la présentation de Laurent. Nous, la position de Viginum, on est extrêmement prudent sur ce sujet. Voilà. Là, il y a probablement une confusion entre la visibilité de campagne, la question des effets recherchés, puis la question de l'impact réel sur les gens. Et tout ça, on en fait un mélange. Nous, pour ça que je veux dire, on est assez prudent, parce qu'aujourd'hui, et là je reprends ce que vous disiez Maud, si on regarde la campagne de 2016 aux États-Unis, est-ce qu'on a pu voir 2017 en France, puisqu'il y a aussi une affaire de hack and leak, et globalement, beaucoup de scrutins, on peut parler de la Moldavie, il n'y a pas très longtemps, beaucoup de scrutins ont été visés. Je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de dire qu'une campagne de manipulation de l'information orchestrée par une puissance étrangère a permis de modifier le résultat d'un scrutin. Oui. Impossible à dire. Scientifiquement, c'est non démontrable. Impossible à dire. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Ça ne veut pas, et je vais prendre l'opposé, une campagne qui n'a pas de visibilité ne veut pas dire qu'elle ne produit pas un impact. Là, une des manœuvres, par exemple, que peuvent faire certains acteurs sur nos territoires ultramarins, en instrumentalisant des mouvements indépendantistes, par exemple, même si elles n'ont pas beaucoup de visibilité, est-ce que pour autant elles ne contribuent pas à durcir des discours en local qui sont difficilement analysables uniquement sur les réseaux sociaux? Donc c'est un sujet très complexe, sujet passionnant, sur lequel il y aura probablement des choses à faire. Et qui ne sont pas que numériques. Exactement, et qui ne sont pas numériques. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des acteurs incarnés, locaux, surtout dans les communautés. Tout à fait d'accord. Et peut-être juste en mini-conclusion, puisqu'on est sur cette partie-là,
si on prend les élections, qui sont quand même un rendez-vous majeur, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre en fait les stratégies qui sont mises en œuvre par les acteurs étrangers malveillants pour déstabiliser un processus électoral. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement 4 stratégies qui sont mises en œuvre. La première, c'est qu'ils vont se focaliser sur le dénigrement, la critique en fait, des institutions démocratiques et des processus démocratiques, c'est-à-dire les délégitimer. Et derrière, vous avez plein de narratifs qu'on a pu voir aux États-Unis, par exemple, Steal the Vote. Ça, je pense que ça vous parle. Voilà, ça, je pense que c'est un phénomène qui est assez fort et qui se voit dans beaucoup de stratégies mises en œuvre partout dans les pays démocratiques. La deuxième grande nature de stratégie, là, on va plutôt s'attaquer en fait aux valeurs universelles, aux valeurs démocratiques. C'est pas seulement le processus en lui-même, c'est les valeurs, en tout cas, telles que les démocraties l'incarnent. Et encore une fois, on va instrumentaliser du vrai, des sujets d'actualité sur des phénomènes de violence, par exemple, ou d'autres types de sujets, pour démontrer en fait le manque d'autorité, le fait que la démocratie est une faiblesse. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est assez fort. La troisième stratégie, qui n'est pas anodine, c'est celle de s'attaquer aux médias. Et en fait, finalement, qui est un symbole de la démocratie en termes de liberté d'expression. Et là, on va s'attaquer spécifiquement aux médias, notamment les médias traditionnels, tout simplement en les mettant du côté du système, en les mettant du côté d'une information qui finalement est manipulée par eux. La vraie vérité ne la possède pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très présent, notamment dans les stratégies russes, que ce soit RRN avec le typo squatting, mais aussi tout un tas d'acteurs. N'oubliez pas que l'idée derrière la critique des médias, c'est probablement de capturer une partie de leur audience et de les emmener sur des sites de réinformation des médias alternatifs. Donc on est quand même toujours dans cette idée-là. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire en termes d'objectifs. Et peut-être que derrière, la vraie finalité, quand on est un acteur étranger, c'est de rompre un peu le contrat de confiance entre le citoyen et les institutions qui sont chargées de le représenter. Voilà. Et ça, c'est full spectrum, quel que soit l'outil qu'on utilise. Tout à fait, oui. Je pense que tout ce que Oreskes et Conway expliquent à propos de la science sur les marchands de doute s'applique très très bien à ces opérations. Finalement, le fond du fond et le grand acquis, c'est de semer le doute. C'est de saper les fondements même de la confiance. Je crois que... Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. C'est à vous de nous parler un petit peu, vous aussi, de votre point de vue sur j'allais dire, les effets délétères de toutes ces campagnes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors, plusieurs choses, beaucoup ont déjà été dites. Je reviendrai sur le fait de l'abstention, de cette confiance que l'on va altérer. L'idée de dire qu'on va poser une opération informationnelle, quelle qu'elle soit, avec pour objectif d'obtenir qu'une personne ou un groupe social ou un groupe d'individus mène une action précise à un moment donné, dans un endroit spécifique, c'est extrêmement séduisant, mais c'est extrêmement délicat, et plus vous allez travailler sur un groupe, plus c'est compliqué. Et arriver à mesurer si c'est uniquement dû à une opération informationnelle ou pas, scientifiquement, c'est une deuxième gageure. Par contre, arriver à... ce morcellement, cette espèce de féodalisation de l'espace, certains parlent même d'atomisation, qui va créer une défiance généralisée, c'est plus simple à réaliser, beaucoup plus simple à réaliser. On va jouer sur des croyances, on va jouer sur des émotions qui vont changer en fonction des différents groupes sociaux. Avec un peu d'analyse psychométrique, on y arrive à peu près bien. L'effet, c'est que finalement, pour un décideur, pour un État, vous n'arriverez pas à atteindre une forme de masse critique de soutien qui va vous permettre de prendre une décision potentiellement délicate et surtout de déployer les actions qui nécessitent, qui appellent cette prise de décision. Vous n'arrivez pas à cette masse critique. Donc finalement, vous allez figer la capacité de prise de décision et potentiellement la capacité d'action. Et ça, c'est intéressant parce que si on prend l'exemple russe, par exemple, mais qui n'est pas le seul, c'est à peu près comme quand vous voulez gagner une course. Il y a deux solutions. Soit vous vous appelez Usain Bolt et effectivement vous courez beaucoup plus vite que tous les autres, soit vous vous débrouillez pour piquer les baskets des autres, pour casser une rotule, enfin bref, pour que les autres soient plus en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, c'est ce que l'on va pouvoir essayer d'arriver à faire. Et ça, c'est extrêmement intéressant et important, d'autant qu'on ne va pas travailler sur des choses qui sont ex nihilo. Il y a eu des tentatives de créer des narratifs complètement sortis de nulle part. Ça a en règle générale pas pris, ne serait-ce que dans la viralité du contenu, ça a été assez flop. Par contre, on va prendre des choses sur lesquelles on sait qu'on a déjà un public qui va être relativement sensibilisé, sans forcément dire que vous allez avoir un super avocat, mais quelque chose qui est déjà dans l'air du temps, qui a déjà été entendu. Alors,
Là, c'est assez intéressant parce qu'on a parlé d'une démultiplication des acteurs d'influence et d'ingérence, certains qui sont organisés, structurés, portés par une volonté étatique, qui va mettre en place des gouvernances, qui va mettre en place des moyens, d'autres qui sont beaucoup plus opportunistes, des groupes qui sont parfois para-étatiques voulant pas dire qu'ils ne sont pas organisés. Si on reprend l'exemple notamment de Daesh, on avait une organisation qui était extrêmement forte au niveau du califat, mais on pourrait avoir cette approche-là. Ce qui est intéressant, c'est que on a souvent une tendance occidentale à mesurer la menace en disant qu'on va faire une comparaison de puissance à puissance. Vous allez regarder vos puissances principales, PIB, structuration de l'armée, etc. De l'autre côté, notamment côté russe, vous n'avez pas la même approche. Vous faites une approche par faiblesse cumulée. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder où est-ce que vous êtes le plus fort. Vous allez regarder si votre cible, votre adversaire, votre concurrent, votre compétiteur, vous l'appellerez comme vous voudrez en fonction du niveau de dispute, eh bien, a plus de petites failles cumulées que celles que vous avez chez vous. Donc plus d'endroits où vous allez pouvoir vous infiltrer comme de l'eau et en attendant que le gel arrive, essayer de faire craqueler et de faire claquer par système. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément... On a eu un delta en se disant ils ne le feront pas parce que il n'y a pas une puissance qui le permet de le faire. On n'est pas sur la même approche et sur le même calcul. Donc, on va avoir d'autres approches. La démultiplication des acteurs, ça peut aussi renforcer certaines actions. Alors, pas forcément parce qu'on est sur des mariages d'amour, pas forcément parce qu'on a une approche qui sera éminemment structurée, mais parfois parce qu'on est extrêmement contextuel. On va avoir des alliances contextuelles, voire on va avoir des intérêts communs à un instant précis. Et vous allez avoir parfois une structure qui voit qu'un narratif est poussé et qu'il gagne un petit peu, qui va plus ou moins rebondir dessus, qui va observer une méthode qui a à peu près fonctionné et puis qui va derrière la reprendre, qu'on soit sur une approche technique ou qu'on soit sur un narratif, pour des raisons potentiellement différentes. Votre citoyen lambda, lui, il sera victime de la même manière. Et puis un autre point, je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Alors, vous l'évoquiez sur le fait que certaines opérations extrêmement visibles n'ont pas forcément d'effet, même si la mesure de l'effet est délicate. Imaginez, nous chercheurs, on adore isoler les variables, donc savoir exactement ce que l'on mesure. Là, isoler les variables sur de la population, sur une prise de décision est extrêmement délicat, pour ne pas dire quasiment infaisable. Laissez-moi un peu d'optimisme sur les 10 ans à venir, mais tout en respectant les règles que l'on veut, qui nous sont chères, ça me paraît extrêmement délicat, d'autant qu'on est réactif. Donc vous allez avoir une mesure après, a posteriori. Vous n'allez pas avoir la mesure sur votre échantillon. Mais quand on va avoir une opération, même si elle n'a pas forcément extrêmement bien marché, on l'a vu et ça a été assez marquant sur quelques affaires dans Doppelganger, sur le Taipo Squatting, vous pouvez faire une réutilisation soit sur le théâtre national, de votre attaquant, soit pour d'autres. C'est-à-dire que parfois, la cible de l'opération n'est qu'un dommage collatéral. Vous n'êtes qu'un instrument. C'est-à-dire que, dans certains cas, vous aviez des articles qui étaient contrefaits dans le cadre de Typo Squatting qui ont été rediffusés en Russie en disant « vous voyez bien comme les Occidentaux regèrent ». Et vous renforcez une position sur le territoire national. Oui, donc il y a une capitalisation qui n'est pas forcément chez vous, mais pour asseoir la possibilité d'une structure. Et de la même manière, quand vous allez vous positionner comme étant en capacité d'aller le front haut, puisque c'est assumé, d'aller défier ou d'aller disputer des puissances comme les États-Unis, première puissance, ce que vous envoyez comme message à d'autres, c'est on n'a pas peur de s'opposer. Nous sommes une alternative potentiellement crédible, et là vous allez pouvoir essayer de renforcer tous les mécontentements, toutes les antipathies, les inimitiés, pour des raisons diverses, en disant l'ennemi de mon pas ami est tout à fait éminemment sympathique. Donc il y a aussi une instrumentalisation qui sera faite pour soit le territoire national, soit pour des territoires et des populations autres que celles qui sont directement visées. Merci beaucoup. Juste un petit mot de conclusion, puisque l'heure est venue. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, qui est celui de mondialisation, et sur lequel je voulais quand même dire deux mots, parce que on ne peut pas parler des ingérences étrangères au sens de faire en faire un enjeu sociétal majeur de sécurité, sans remettre ça en contexte avec cet enjeu de la mondialisation, puisqu'il y a mondialisation des techniques de communication, puisqu'il y a mondialisation des échanges, etc. Évidemment qu'il y a des frottements liés à cette mondialisation, évidemment qu'il y a des facilités de mener des opérations qui sont beaucoup plus aisées que certaines opérations de déstabilisation qui ont pu être menées dans le passé quand il n'y avait pas les réseaux Internet, etc. Et évidemment que la mondialisation est un enjeu qui a profondément bouleversé l'équilibre de nos sociétés
en interne, et donc que l'on voit comment la géopolitique se réapproprie tout ce qui peut être les déçus de la mondialisation, les perdants de la mondialisation, et active puissamment cette possibilité de fracturation, effectivement. Et j'aime beaucoup cette métaphore de l'eau qu'on fait rentrer dans les points de fracture et qui, effectivement, au moment du gel, fait exploser les murs, et que, effectivement, les ingérences étrangères doivent être toujours repositionnées, à mon sens, dans quelque chose, dans une autre dynamique internationale qui est celle de la mondialisation, de ses effets, et notamment du fait que tout le monde ne peut pas être gagnant de la mondialisation, et que beaucoup de phénomènes politiques de déstabilisation s'expliquent aussi par cet arrimage social à la question de la concurrence internationale, de la compétition économique, etc., liée au phénomène de mondialisation. Voilà, il est 12h32. Je crois que nous sommes donc, je ne sais plus, le 26 novembre de l'an de grâce 2024. J'ai réussi à faire tenir quelque chose en ayant 2 minutes de retard. Vous pouvez le noter. Voilà, ça ne m'arrivera plus jamais. Mais comme je savais que nous avons une autre table ronde qui s'enchaîne immédiatement, j'ai tenu, et je remercie vraiment infiniment, non seulement pour la qualité de vos exposés, mais aussi pour votre respect scrupuleux du temps, les 3 intervenants qui étaient là. Merci à vous. Merci à vous. Je peux peut-être abuser, comme ça ce ne sera pas de votre responsabilité, mais je ne voudrais pas que l'Assemblée parte en étant terrifiée de la table ronde, puisqu'on a fait, on a fait finalement que dresser un panorama qui peut sembler inquiétant, mais je parle sous le contrôle de tout le monde ici. En fait, l'État ne reste pas les bras ballants, et de manière générale, la société civile ne reste pas les bras ballants. La preuve, on est là. Voilà. Donc on ne fait pas que voir passer le train, et moi je voulais quand même dire un petit mot sur la réponse et l'approche qu'on essaye tous. Et quand je dis tout, ce n'est pas que l'État de mettre en place. C'est à la fois, il y a cette notion de protection où on essaye d'élargir le bouclier, d'affûter l'épée pour riposter et répondre. Il y a un travail de régulation qui est mené par l'ARCOM et d'autres acteurs, notamment vis-à-vis des plateformes, puisque c'est elles qui hébergent le débat. Et après, il y a un gros travail de mobilisation qui est fait par l'éducation nationale, par la culture, par les médias. Je pense au Clémy qui est présent dans nous. Je pense à l'association des professeurs d'histoire-géographie, avec peut-être un mot qu'il faut qu'on retienne tous, c'est en fait on est tous responsables devant ce phénomène-là. Rien ne remplacera la parole des parents devant les enfants, rien ne remplacera la pédagogie des profs devant leurs élèves, et d'une manière générale, ce que fait la Fondation Descartes, ce que font les médias, la société civile, le monde académique, c'est majeur, pour peu qu'on préserve tous la légitimité de ce combat, et qu'on reste exigeant sur ce qu'on fait pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on reste un état de droit. Et on peut combattre cette menace en restant un état de droit. C'est notre ADN, il ne faut pas le perdre. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un horaire qui n'est pas facile, mais je suis sûre que les intervenants... On va tenir, parce qu'effectivement le sujet est passionnant, et on a été nourris par toutes les interventions précédentes, notamment par l'étude menée par Laurent Cordonnier, qui nous a vraiment donné beaucoup d'éléments sur le sujet. Effectivement, on voit bien que chacun des protagonistes cherche toujours à influencer les opinions, notamment en peut-être édulcorant ou peut-être en renforçant certains points des différents récits. Et c'est vrai que la question qui peut nous animer aujourd'hui dans cette époque où effectivement on a un peu le sentiment d'être submergé par l'information qui nous parvient. Je pense que chaque citoyen est dans cette situation. Et en même temps, paradoxalement, avec un besoin d'être informé énormément sur tout, et avec des niveaux d'information qui nous parviennent, qui sont toujours mis au même niveau, même s'il ne s'agit pas d'informations aussi importantes les unes que les autres. Et c'est vrai que la question donc, de cet équilibre à maintenir entre la liberté d'expression et l'information et la lutte contre la désinformation est quelque chose qui est une question de plus en plus prégnante et à laquelle on va tenter de répondre ce matin avec donc 3 intervenants au lieu de 4, puisque effectivement dans
dans le planning, il était prévu qu'Étienne Gernel du Point nous rejoigne, mais malheureusement, je pense qu'il a eu un empêchement, donc il ne sera pas là. Mais vous avez 3 intervenants de qualité. Donc Karine Favreau, vous êtes professeure de droit public à l'université de Haute-Alsace et vous avez aussi d'autres fonctions au sein de cette université, notamment vous dirigez le département droit, vous dirigez beaucoup de choses. Enfin, vous pourrez nous en parler. Agnès Trochet, qui vous êtes maître de conférences à l'Institut de presse à l'université Paris-Panthéon-Assas, chercheuse au charisme, j'aime beaucoup cet acronyme, qui est le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, et Benoît Loutrel, qui a été mon collègue et qui est le président, donc qui est membre du collège de l'Arcom, qui est président du groupe de travail supervision des plateformes en ligne, une énorme mission. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc je vais vous poser une première, peut-être une première question, déjà de vous représenter peut-être plus précisément, et puis de nous dire un peu, nous donner quelques éléments de réponse, et vous dire un peu ce que vous inspire cette question et nos débats. Oui, avec celui-ci. Voilà. Bonjour. Étienne Gernel arrive, donc c'est super. Un petit effet comme ça dans le narratif, c'est parfait. Alors bonjour, je remercie cette invitation à ce colloque aujourd'hui, et M. Cordonnier particulièrement, pour avoir pris contact avec moi, et ensuite les organisateurs pour avoir défini en fait, cette table ronde au fur et à mesure des échanges. Alors, en fait, sur la question de la protection de la liberté d'expression au regard de la lutte contre la désinformation, tout est question à la fois d'équilibre, comme on l'a dit, et de proportionnalité, puisque en réalité, on va voir que l'équilibre se fait au regard des textes. Alors, je suis juriste, donc je vais vous parler un petit peu des textes. Je ne peux pas nier, on va dire, mes premières amours, c'est-à-dire le droit. Et effectivement, il y a déjà quelques informations à communiquer là-dessus. C'est qu'on voit bien qu'au niveau de l'information ou de la désinformation, on a déjà des problèmes de définition. Et qu'en réalité, le législateur, bien souvent, laisse de côté la définition, ce qui ne permet pas de garantir une riposte proportionnée, et notamment dans un état de droit. Alors, on a déjà eu cette discussion tout à l'heure avec Benoît Loutrel lors de la pause, mais en réalité, je veux m'expliquer. C'est qu'il y a 2 postures. La première posture, c'est la posture du législateur qui est là pour définir. Et ensuite, il y a la posture du du régulateur qui est là pour mettre en œuvre. Et effectivement, si le législateur ne définit pas l'objet de ces textes, on l'a constaté déjà dans le cadre de la loi relative à la haine en ligne, mais on peut également le voir lorsqu'on traite de la désinformation et de la lutte contre la désinformation. Eh bien, si on ne définit pas, eh bien, on risque de se heurter à un problème qui est le non-respect de l'état de droit. Et je pense que ça va à l'encontre des intérêts du régulateur qui, lui, pour mettre en œuvre cette régulation, a besoin de marge de manœuvre, mais qui, en réalité, doit se reposer sur des textes pour pouvoir légitimer son action. Et donc, il y a vraiment ces 2 acteurs, c'est-à-dire à la fois le législateur qui est un acteur et qui est partie prenante, on va dire, de cette lutte contre la désinformation, et le régulateur qui a les outils en main et qui a la marche à suivre et qui doit avoir cette marge de manœuvre à condition que les textes lui accordent pour pouvoir lutter efficacement contre la désinformation sans remettre en cause l'état de droit. Et la riposte doit être proportionnée puisqu'on doit toujours, évidemment, avoir une riposte qui est adaptée à l'objectif à atteindre. Ce qui veut dire que eh bien, il y a des dispositions, et à mon avis, le fait de censurer, de bloquer des réseaux pour cause d'ingérence étrangère, notamment, eh bien, ça peut paraître disproportionné, ça peut victimiser finalement les utilisateurs qui utilisent ce réseau qui ne peuvent plus l'utiliser, alors que finalement, d'autres façons de procéder, et notamment une riposte beaucoup plus graduée qui met en œuvre la régulation, est envisageable plutôt que d'avoir une solution qui est radicale. Et sachant que lorsqu'il y a une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression qui se traduit par une censure,
Eh bien, le risque, en réalité, c'est d'éteindre un feu et qu'il se rallume ailleurs. Ce qui signifie que si on bloque l'accès à certaines plateformes, parce qu'il y a des ingérences étrangères, on l'a vu pour la Nouvelle-Calédonie à l'égard de TikTok, eh bien, de toute façon, cette ingérence étrangère sera visible sur d'autres plateformes. Ce qui signifie qu'en réalité, il faut envisager d'autres mesures, probablement de la négociation. Ensuite, si on doit arriver au blocage, eh bien, ce blocage ne sera que la solution ultime. Et il faut respecter nos principes et valeurs démocratiques, et notamment le principe de proportionnalité. Ça, c'est le premier point. J'ai encore quelques minutes. Oui, j'ai une minute. Sachant que ces ingérences étrangères ne sont pas faciles à identifier, on l'a vu, à la fois dans le discours, parce que ça porte sur un narratif qui est articulé à la vie réelle, et on peut le voir pour les punaises de lit. Il n'y a aucun risque, finalement, de politiser un débat. Il n'y a pas de politique. En réalité, l'utilisateur est dupé. Alors, dès lors qu'il y a en plus des mécanismes attentionnels, s'il n'y a pas d'autorité qui vient l'alerter sur ces ingérences étrangères, eh bien pour l'utilisateur, c'est comme si elles n'existaient pas. Or, s'il y a des autorités aujourd'hui qui se saisissent de la question, eh bien il y a un manque de relais auprès des utilisateurs qu'il faut former et notamment informer à détecter ces ingérences étrangères. Et notamment pour leur signaler que le débat est clos sur certains points, qu'il y a une ingérence étrangère, et pas par des entrefilés dans les journaux qui sont lus finalement pas nécessairement par les personnes qui sont les cibles des messages sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ce premier aspect, et puis après j'ai d'autres choses à dire. Évidemment, j'en suis sûre. Donc je vais passer la parole à une autre juriste, donc Agnès Brancher, puis après au régulateur qui, je suis sûre, aura beaucoup de choses à nous dire, notamment à l'aune de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, je ne vais pas avoir grand-chose à dire, parce que mon premier point, c'était à peu près la même chose, à savoir que la question, donc, c'était un équilibre difficile à maintenir. Le droit ne peut intervenir que s'il sait ce dont il parle. Alors, je fais beaucoup de droit pénal, donc la légalité des délits et des peines suppose qu'on définit ce dont on parle. Alors, je vais aller un peu plus loin que ma collègue. Non seulement on ne sait pas très bien ce dont on parle, mais le droit, pour désigner des choses, on va dire similaires, emploie des termes tout à fait différents. Donc, les nouvelles fausses de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et les fausses nouvelles du code électoral deviennent, dans le référé fake news, donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait. Et alors le summum, puisque j'ai un membre de l'ARCOM à côté de moi, c'est la loi du 30 septembre 1986 sur l'audiovisuel, où vous avez une disposition qui parle à la fois de désinformation, donc qui est le vocable du DSA, qui parle de lutte contre les fausses informations, puisque c'est dans la mission du régulateur, et qui parle également de lutte contre la manipulation de l'information, qui était la terminologie adoptée en 2018. Donc, on a vu dans la table ronde précédente qu'il était difficile d'identifier ces ingérences informationnelles, notamment étrangères. Le droit, en fait, alors est-ce que c'est la traduction de cette difficulté concrète, mais emploie des termes qui me semblent proches, en tout cas similaires, pour désigner des réalités multiples, et surtout la désinformation ne sera peut-être pas perçue de la même façon lorsque les propos sont, les contenus sont appréciés par le juge pénal, par le régulateur et éventuellement par l'administration s'il y a... Voilà. Merci beaucoup. Donc, Benoît Loutrel, sur ces questions de définition et d'application, de mise en application du droit. Donc, d'abord, merci à la Fondation et à l'École militaire pour nous accueillir aujourd'hui. Le sujet de la lutte contre la désinformation croisée avec les plateformes numériques, c'est sans doute le sujet le plus compliqué qui existe, pour les raisons qui viennent d'être expliquées. Parce que c'est déjà difficile de lutter contre la diffusion de contenus illicites sur les plateformes, mais la notion de
licéité pour la manipulation d'informations est quasiment pas opérante. Ça a été mentionné, dans la loi 1081, vous avez une disposition sur les fausses informations, mais qui n'a quasiment jamais été utilisée. Dans la loi de 2018 sur la lutte contre la manipulation d'informations, vous avez un référé, mais qui, à ce jour, n'a jamais été utilisé. Et on sent bien que ça sera toujours extrêmement compliqué. Donc, effectivement, au cœur de la manipulation d'information, il n'y a pas la notion de légalité du contenu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les plateformes ne retirent pas de contenu quasiment jamais au titre de manipulation de l'information, parce que c'est insoluble de faire la différence entre la mésinformation et la désinformation. Un même contenu, si c'est moi qui m'exprime sur un sujet où je suis totalement incompétent et que j'exprime mon incompétence, ma non-compréhension va être un contenu faux, mais je n'ai aucune intention, j'exprime juste mon manque de compétence, je ne suis pas compétent sur tous les sujets. Le même propos exprimé par quelqu'un volontairement, qui sera totalement conscient que le fait est faux et qui aura une intention de nuire à un débat public, ce sera de la désinformation. Mais donc on ne peut jamais séparer la mésinformation de la désinformation. Et heureusement, la mésinformation, ça fait partie de la liberté d'expression. On a le droit, je dis toujours mon vieil oncle, j'en ai 6 heureusement, exprime toujours des choses qui sont d'une stupidité incroyable, mais c'est sa liberté. Et non, on ne peut pas le censurer sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est fait à dessein, oui, ça relève de la désinformation et ça pose problème. Mais on ne peut pas lutter par le retrait du contenu. Et l'ARCOM, et le législateur, dans sa grande sagesse, n'a donné aucun pouvoir à l'ARCOM pour enlever des contenus sur les réseaux sociaux, je tiens à le dire, si vous aviez, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors si vous m'autorisez, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer comment l'ARCOM agit sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, il y a un enjeu sur les réseaux sociaux. On sent bien que avec la montée en puissance des grands réseaux sociaux, on fait face de plus en plus à des désordres informationnels, que ce soit de la désinformation, ou que ce soit de la haine en ligne, ou que ce soit des comportements de harcèlement, ou que ce soit des atteintes à la propriété intellectuelle, et que ça prend des proportions nouvelles, et qu'on s'est senti un peu désarmé à un certain point pour faire face à ces désordres informationnels sur les grandes plateformes. Alors les travaux ont montré en fait assez vite que la principale difficulté qu'on avait avec ces grandes plateformes, et c'était quelque part la commande politique qui a été passée pour construire le règlement sur les services numériques, était de dire on ne sait jamais si ces plateformes font partie du problème ou font partie de la solution. Et on craint toujours qu'elles fassent partie du problème, et c'est cette inquiétude lancinante qui revient toujours en disant mais est-ce qu'elles font leur modèle économique et leur richesse sur la diffusion des contenus les plus toxiques qu'elles amplifient, qui évidemment fascinent tout le monde, et c'est ça qui crée fondamentalement le problème. Et donc le cœur du règlement sur les services numériques essaie d'adresser ce problème, ce sentiment où on ne sait pas où sont les plateformes, on ne sait pas si elles font partie du problème ou de la solution, et parce qu'elles ne sont pas naturellement transparentes. Et c'est le point le plus important à comprendre, parce que c'est le cœur de l'action de régulation, c'est d'essayer de combattre cette opacité des plateformes. Pourquoi est-ce qu'elles sont opaques ? Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans la conférence de rédaction du Monde ou du Figaro ou de Libération, mais on voit tous qu'est-ce qui est publié. Or, sur les réseaux sociaux, vous voyez votre Facebook, je vois mon Facebook. Vous voyez votre Instagram, pour les gens qui sont plus jeunes, je vois mon Instagram. Et en fonction de nos usages, en fonction de toutes les données personnelles qu'ils ont accumulées sur nous, ils individualisent le fil qui vous est présenté. Et donc leur pouvoir, il est sur l'ordonnancement des contenus, mais on ne sait pas l'observer parce qu'il faudrait être capable de mettre une petite caméra derrière l'épaule de chaque personne, et heureusement on ne le fait pas. Donc structurellement, ces plateformes sont non transparentes, et c'est ça qui crée ce sentiment d'irresponsabilité, parce qu'en permanence, elles nous ont dit qu'elles étaient vertueuses, qu'elles participaient à la lutte contre la manipulation de l'information, et on ne sait jamais faire la différence en disant mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ce qu'elles nous disent ? Elles publient des rapports de transparence, c'est elles qui ont inventé le terme, mais en fait ces rapports de transparence, quand vous y réfléchissez, avant le vote du règlement sur les services numériques, c'était un rapport d'auto-transparence, où elles publiaient un document sur un cahier des charges qui n'existait pas, en respectant un standard qui n'était pas défini, et en étant le seul juge de savoir si elles étaient transparentes ou pas. Et donc le cœur du règlement sur les services numériques, c'est la moitié des articles, ce sont des dispositions qui font reculer le secret des affaires et qui disent dorénavant c'est une obligation légale de dire combien de contenus sont modérés. C'est une obligation légale de publier les motifs de ces modérations. C'est une obligation légale de dire combien de comptes sont fermés ou ne sont pas fermés. Et je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure, tellement
c'est une machine à produire de l'information et non pas à mettre le régulateur en capacité de régler tous les problèmes, mais à organiser le fait que toute la société peut participer à la résolution de ces problèmes et à permettre aux chercheurs de travailler et de répondre à la deuxième question. La première question, c'est de dire, est-ce que les plateformes sont vertueuses? La deuxième, c'est d'essayer de comprendre comment les plateformes ont transformé la dynamique informationnelle de nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. On n'arrive pas à l'observer, les chercheurs n'arrivent pas à observer pour la raison que j'ai mentionnée. On ne sait pas observer comment chacun de nous individuellement utilise ces médias. Et donc l'article le plus puissant qui est au cœur du règlement sur les services numériques et qui nous occupe beaucoup, c'est l'article 40 qui prévoit un accès des chercheurs aux données des plateformes. Ce n'est pas un article qui prévoit l'accès du régulateur à ces données. L'ARCOM n'aura pas accès à ces données. L'ARCOM a pour vocation de travailler maintenant pour le monde académique, pour permettre au monde académique de créer de la connaissance, de combattre l'asymétrie d'information qu'on a vis-à-vis des plateformes. Voilà ce que je peux dire peut-être pour planter le décor. C'est très bien, et la question de la transparence, je pense qu'on y reviendra, puisqu'effectivement, souvent les plateformes mettent en avant la transparence des algorithmes, mais encore faut-il comprendre ce qu'est un algorithme et comment il fonctionne. Donc on y reviendra. On accueille Étienne Gernel, donc c'était une fausse information, je vous ai donné tout à l'heure, je m'en excuse, mais nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà, donc, je suis ravi d'être là. Parce qu'on avait, effectivement, on parle beaucoup des médias traditionnels et de la presse, donc on a vraiment besoin d'avoir le point de vue d'une institution comme Le Point. Je parle d'institution parce que c'est un média historique. Et donc, qu'est-ce que vous inspire déjà à ce stade la question de cet équilibre entre liberté d'expression, je sais que vous y êtes très information, désinformation, et la question du droit, de la régulation aussi, parce que là aussi, je sais que vous avez un point de vue assez arrêté sur le sujet de la mouvant, mais arrêté quand même, les deux en même temps. D'abord, je voudrais insister sur une espèce de glissement sémantique qui est intervenu ces dernières années et qui me semble riche de danger. Ce glissement sémantique, c'est le glissement de l'expression liberté d'expression à liberté d'information, où vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure, de désordre informationnel. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'information. En tout cas, c'est pas une notion de droit qui a quelque chose. Comme si l'information était une forme de bulle, comme ça, qui était vaguement déléguée à des acteurs privés. Ce qui compte, c'est la liberté d'information et les limites apportées à la liberté d'information. La liberté d'expression et les limites qui y sont apportées. Et c'est le grand génie, d'ailleurs, de la loi de 1881, qui pose les choses comme telles, qui dit, article 1, la librairie et l'imprimerie sont libres, et puis après, c'est toute une liste de répression. Hein. C'est une loi très répressive, la loi de 1881. Et le coup de génie de la loi de 1881, c'est de dire que l'administration n'a pas son mot à dire. Et donc tout est du ressort du juge a posteriori, avec les garanties de droit de la défense. C'est ça l'équilibre absolument génial voulu par les fondateurs. C'est un débat qui a duré à peu près 90 ans en France. En fait, depuis le premier amendement américain, il y avait les partisans du premier amendement, d'un système qui proche du système du premier amendement, c'est-à-dire la liberté totale d'expression. Clémenceau avait une expression, il a été correspondant aux États-Unis pour un journal français qui s'appelle Le Temps, et qui était un journal libéral, et il avait écrit des lettres comme ça, il parlait de la liberté d'expression, et il ajoutait à ses risques et périls. Je trouve que c'est une expression absolument magnifique, c'est-à-dire qu'on pouvait être poursuivi. En fait, le vrai sujet, il est là. Et le vrai sujet, je ne sais pas ce qu'est une bonne, une mauvaise information. C'est très difficile de dire ça. Qui sommes-nous pour juger de ça? C'est pas évident. Ce que je sais, c'est que le système le moins nuisible, c'est celui dans lequel nous sommes libres de nous exprimer, mais nous pouvons être tous poursuivis pour cela. Et devant la justice, a posteriori, avec des garanties de droit de défense, ce qui implique, pour moi, l'inexistence de ce qu'on appelle des régulateurs. Et les régulateurs sont par essence contraires à cet esprit de la loi de 1881, puisque, qu'on le veuille ou non, et même s'il y a des statuts d'indépendance, etc., auxquels on croit ou pas, et qui peuvent exister, et qui, je pense, aujourd'hui existent. Aujourd'hui, ça existe. Je pense que l'ARCOM est indépendante aujourd'hui dans son fonctionnement. Je pense que ce ne sera pas forcément le cas en 2027, en 2032. On ne sait pas qui peut prendre le pouvoir en France, et tous les gens qui se réjouissent du fait que d'autres soient régulés aujourd'hui ne se rendent pas compte que demain, ce sera peut-être eux.
Et je pense que ça, c'est absolument fondamental. On crée aujourd'hui les conditions en mettant des régulations trop fortes au niveau européen ou français, trop bien armées, en particulier sur le numérique. C'est pour ça que j'étais très opposé, moi, à l'idée que l'Arcom puisse s'occuper, même de près ou de loin, au numérique. J'avais eu un débat assez houleux avec Olivier Schrammeck en son temps, qui était le président de ce qu'on appelait le CSA. Et je pense qu'il faut se défier de ça. Voilà, je pense que la liberté a beaucoup d'inconvénients, y compris de laisser circuler le pire parfois. Je pense que l'absence de liberté a beaucoup plus d'inconvénients. Donc je pense qu'on doit pouvoir poursuivre. Et alors, en contrepartie, parce que l'argument qu'on m'oppose souvent, c'est de dire « Ah oui, mais regardez, on n'y arrive pas à poursuivre tous les gens qui racontent des insanités sur les réseaux sociaux, des horreurs, des propos racistes, antisémites, des appels à la haine. Il y en a énormément. Eh bien, donnons les moyens à la justice de le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a même un budget de la justice qui a failli diminuer. Alors, il s'est battu un peu, ministre de la Justice, Migaud, mais il avait raison d'ailleurs. Je pense que c'est l'énorme sujet. Puis il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'en matière de désinformation, le premier désinformateur dans le monde, hein, c'est quand même les États. Attendez, aujourd'hui, là, je suis en train de boucler le journal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et pourquoi c'est très compliqué pourquoi je suis arrivé en retard? Il y a Boualem Sansal qui est en prison en Algérie, accusé de choses invraisemblables par un État. C'est pas un État totalement démocratique, l'Algérie, ça se saurait. Mais par un État, le même État algérien qui balance une espèce de cabale qui est organisée contre Kamel Daoud, qui par ailleurs écrit dans Le Point, et qui raconte absolument n'importe quoi. Où est-ce qu'il est écrit que les États ne mentaient pas? D'ailleurs, c'est Clémenceau qui disait ça, hein, on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Et donc là, puisqu'on parle en temps de conflit, je crois que ça s'est déjà vu des États qui mentaient pendant les conflits. Et par exemple, en Russie, vous prenez 3 ans de prison si vous racontez des fausses informations sur l'opération militaire spéciale en Ukraine. Alors que moi, si je mets les pieds en Ukraine, je vais en tôle direct pour 3 ans. Donc méfions-nous de tout organisme qui dépend de l'État ou qui pourrait dépendre de l'État, parce que le mécanisme des nominations est ainsi fait. Voilà, et faisons confiance à la justice, ce qui n'empêche pas des choses. Hein. Ça n'empêche pas de poursuivre les gens, et il y a des peines qui sont fortes. Attendez, c'est des choses qui existent. Voilà. Donc, vous avez compris, je suis pour le démantèlement de l'Arcom. Oui, mais il faut peut-être rappeler quand même que l'Arcom applique des textes qui sont écrits par le législateur. Donc, est-ce qu'il faut aller plus loin? Et le législateur, on lui demande d'arrêter d'écrire des textes En fait, le législateur peut écrire des textes pour dire ceci ou cela, il est interdit de faire ceci ou ceci est puni, très bien, il n'y a pas de problème. Mais l'application de ces textes doit être réservée à la justice en matière de liberté d'expression. C'est la grande conquête de 1881. Et alors, je pense qu'il faut la respecter. Je vais vous proposer de répondre. Voilà. La parole à la défense. Oui. Non, mais c'est un débat qu'on a souvent, mais qui renvoie parfois, notamment parce qu'aujourd'hui on parle de plateforme numérique. Le sous-entendu, c'est est-ce qu'on nous a confié un pouvoir de censurer un contenu sur un réseau social? La réponse est non. La réponse est non. On n'a pas ce pouvoir. Après, et effectivement, on a des gens qui viennent vers nous en disant mais intervenez, on les renvoie vers la justice, en disant seul le juge peut intervenir sur le sujet. Est-ce que tout doit se régler par les juges? Parce que c'est le principe même d'une régulation, de toutes les régulations qui est contestée aujourd'hui. Moi, je prends toujours la même analogie. Vous avez un avion qui s'écrase. Il y a 300 morts. Il y a un processus judiciaire qui commence. Parce qu'il faut établir les responsabilités. Et seul le juge peut établir la responsabilité de savoir est-ce qu'il faut engager la responsabilité de la compagnie aérienne et la responsabilité du constructeur. Parce qu'il y a peut-être une erreur de pilotage ou l'avion a peut-être été mal conçu. Et puis vous avez un autre processus qui s'engage sous l'autorité d'une autorité administrative, un régulateur, bureau enquête accident, la Direction générale de l'aviation civile, et qui essaie de répondre à une autre question en disant est-ce qu'il faut changer la manière dont on construit les avions pour qu'ils soient plus solides, ou est-ce qu'il faut changer la manière dont on forme les pilotes pour qu'ils ne répètent pas la même erreur de pilotage? Et donc il y a toujours eu 2 actions. Le juge agit en ex post et seul le juge peut établir les responsabilités. Mais l'action préventive, en général, ce sont des services de l'État. C'est l'intérêt d'avoir un État qui les porte pour faire de la prévention, pour essayer que les aliments qui soient mis dans le commerce ne soient pas toxiques au premier jour. Par contre, il y a un aliment toxique et commercialisé, oui, on va devant le juge. Donc oui, il y a toujours, dans tous les États, dans toutes les démocraties,
un pouvoir judiciaire qui sanctionne et qui établit les responsabilités, et un besoin d'avoir un État qui essaye de construire des politiques de prévention des risques. Voilà la réponse que je peux apporter. Merci. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis, je vais rajouter qu'il y a quand même une différence entre la presse, au départ, effectivement, qui est née dans le respect de la loi et de la régulation ex post du juge, parce que lui aussi va réguler. Si il y a de la régulation ex ante et ex post, parce qu'il va apprécier une situation. Et puis, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les communications audiovisuelles, où là, on a mis en place, bien sûr, une autorité de régulation, c'est bien parce qu'il y a aussi des enjeux techniques et des infrastructures techniques qui dépendent de l'État et qu'il fallait les répartir. Et aujourd'hui, il y a d'autres questions qui se posent, qui font que les enjeux sont globalisés. Et il n'y a plus que les contenus, il y a également les réseaux. Et on sait très bien que la régulation se fait par la donnée. Elle ne se fait pas nécessairement par les contenus, seulement par les réseaux. On n'est plus sur des questions de marché, on est dans une question de régulation par la donnée. Et donc, il y a une technicité qui est telle et une expertise qui est telle que le juge lui-même ne peut pas l'avoir, cette expertise, et qu'il garde sa compétence pour intervenir a posteriori lorsqu'il y a des préjudices à réparer, eh bien ça me paraît évident, mais que le régulateur intervienne ex ante, c'est-à-dire avant que le risque se réalise, et que par ailleurs, il puisse envisager, parce que le texte lui donne la possibilité, une régulation qui est asymétrique, c'est-à-dire qui va dépendre aussi de la puissance des acteurs et de leur capacité de nuisance, eh bien, ça me paraît être la meilleure des solutions. Et tout ça sous le contrôle du juge, c'est-à-dire que le juge n'est absolument pas absent, finalement, du nombre des acteurs. Et aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire qu'un autre régulateur qui, jusqu'à présent, a été totalement ignoré, c'est l'utilisateur, qui est un régulateur, puisqu'il a un rôle actif dans l'utilisation à la fois des réseaux sociaux, mais également des médias, qu'il doit se former. Alors, on a beaucoup de mal à poser des obligations sur l'utilisateur, on lui accorde plutôt des droits, et c'est ce qu'on appelle l'empowerment, la mise en pouvoir d'agir. Mais pour que l'utilisateur puisse se saisir de cet empowerment, encore faut-il qu'il soit formé à s'en saisir, et notamment qu'il sache quelles sont les actions qui lui sont confiées. Et notamment aujourd'hui, c'est sa liberté de choix, le choix de choisir, d'avoir des plateformes qui proposent autre chose que des ingérences étrangères et de la désinformation, mais aussi le choix de contester. Alors là, c'est pas le Digital Services Act qui le prévoit, mais le Digital Market Act. Eh bien, le choix de pouvoir contester la puissance des plateformes, de sortir, d'avoir une portabilité de leurs données pour aller finalement vers des médias qui soient plus respectueux de la liberté d'expression. Donc, le rôle du régulateur, pour moi, est juste primordial. Peut-être, Étienne Girnel voulait rebondir un peu. Oui, je voudrais répondre sur deux points. Je vais le faire dans le sens inverse. Un, la régulation, il y en a une que je reconnais, dont je reconnais la légitimité, qui est même absolument indispensable et qui ne joue pas son rôle, c'est la régulation de la concurrence. Vous avez parlé de la taille des plateformes, c'est l'énorme sujet. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui sont beaucoup trop puissantes. Comment a-t-on pu accepter que Meta possède à la fois Facebook, Instagram, WhatsApp? Comment accepte-t-on que Google, qui est le premier moteur de recherche au monde, possède aussi Gmail, et le premier réseau social au monde qu'on oublie toujours, qui est YouTube? C'est absolument impossible. Et c'est John Sherman, vous savez, qui est le père de l'antitrust américain, qui disait notre mode de gouvernement est incompatible avec le monopole. Et donc, c'est-à-dire la démocratie. Donc ça, c'est le sujet absolument fondamental, et c'est une régulation, mais une régulation de la concurrence, pas sur le contenu. Sur le contenu, c'est le fruit d'un accident de l'histoire, sur l'audiovisuel. C'est parce qu'il y avait une rareté des fréquences qu'on a dit on va mettre des chaînes de télévision et on va faire en sorte que, politiquement, ce soit à peu près partagé, pour que ce soit à peu près équitable, sinon ça donnerait trop de puissance à certains acteurs. C'est explicite dans la loi de 1986. C'est pas très clair dans la loi de 82, c'est très clair dans la loi de 86. Or, cette rareté n'existe plus. C'est fini. Tout passe par la 5G, par la fibre. Il y a de manière résiduelle encore des gens qui regardent la télévision par la TNT. La radio, c'est un peu plus important, l'hertzien, faut dire les choses. Mais la régulation aurait dû progressivement, sur le fond des contenus, s'éteindre au fur et à mesure, et c'est l'inverse, et c'est le mouvement initié par Olivier Schramek à l'époque, et que je trouvais absolument scandaleux, qui consiste à dire, non, on va s'étendre au reste.
Et il me disait, mais un jour, vous serez concerné. Et effectivement, un jour, je serai concerné par ça. C'était le raisonnement de Schrammeck. Je suis désolé, hein, c'est lui qui me l'a confié dans un déjeuner qui était d'ailleurs assez boulot. Mais c'est de l'histoire. Vous êtes au courant qu'Olivier Schrammeck n'est plus président de l'ARCOM? Non, mais moi j'aime beaucoup, par ailleurs... qui finit son mandat dans 2 mois. Alors, moi, je voudrais juste revenir en disant, mais encore une fois, la loi de 1880 est très intéressante, parce qu'effectivement, c'est une très bonne loi. C'est une loi où, ex post, vous avez une liberté d'imprimer, mais ex post, vous êtes rendez compte devant le juge. Pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que ça marche? Et je vous cite cette anecdote, parce qu'aujourd'hui, on est à l'école militaire. Allez sur le moteur de recherche de votre choix, je ne vais pas vous dire lequel, il y en a plusieurs, et faites une recherche sur proclamation du général Gallieni, Paris. Et vous allez retrouver la proclamation du général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, qu'il a fait le 3 septembre 1914. Armée de Paris, habitants de Paris, les membres du gouvernement de la République ont quitté Paris pour donner une impulsion nouvelle à la défense nationale. J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Paris, le 3 septembre 1914, le gouverneur militaire de Paris, commandant de l'armée de Paris, Gallieni. Et là, l'article, l'affiche, c'est une affiche de puissance publique par excellence, se poursuit. Et en petites lettres, vous avez marqué « à Paris, imprimerie Marcel Picard » et vous avez l'adresse. Parce que la loi de 1881 dit « vous avez la liberté d'imprimer, mais vous devez respecter une obligation de transparence ». Un imprimeur n'a pas le droit d'imprimer un seul document sans dire que c'est lui qui l'a imprimé. Pour qu'ex post, le juge, s'il y a un problème, puisse se retrouver en disant on aimerait bien retrouver l'auteur parce qu'effectivement, il a provoqué une émeute, un meurtre, que sais-je. Donc la transparence, c'est le socle de la capacité du juge à effectivement établir les responsabilités ex post. Et donc de la même manière, si on en revient à notre sujet du jour, qui est sur les plateformes, ces plateformes qui sont structurellement non transparentes, si on n'a pas une fonction de régulation pour dire on veut faire reculer un peu le secret d'affaires, on veut qu'un certain nombre d'informations soient accessibles, qu'il y ait une obligation légale pour les plateformes de les donner, il n'y a pas de participation possible de la société civile. Il n'y a pas d'action possible du juge ex post, qui effectivement sera celui qui établira. Vous avez vu des premières tentatives de procès contre des plateformes en disant il y a eu un enfant qui est décédé dans des conditions dramatiques, et on va voir le juge. Mais le juge a besoin d'avoir des informations. Pour qu'un juge puisse agir, il faut qu'il ait de l'information. Et donc c'est pour ça que dans toutes les industries, vous avez ce socle de transparence. La transparence, c'est la première étape de l'action responsable. Quand vous avez un problème d'insécurité dans une ville la nuit, on augmente l'éclairage public. Et brutalement, l'insécurité recule. Donc c'est à ça aussi que servent, parce que la transparence, ça se construit. Et pour construire, il faut des institutions, une capacité institutionnelle, on appelle ça des régulateurs. Le juge ex post ne peut pas dire, bon, je vais essayer de reconstruire le modèle de données que vous avez utilisé. Ça ne marche pas. Pardon. Voilà. Non, mais je suis plutôt dans votre camp, monsieur. Non, je vais pas démonter l'ARCOM, mais alors, liberté d'expression. Non, mais je pense qu'effectivement, un jour, la presse écrite sera sous l'emprise de, si c'est pas l'ARCOM, ce sera. Non, j'exagère un peu, mais je trouve. Alors là, c'est pas l'ARCOM, c'est le législateur a tendance à créer ce que j'appelle des mastodontes, là, ces instances de régulation. C'est pareil pour l'ARCEP, hein, de plus en plus, qui ont un champ d'application de plus en plus large, avec des pouvoirs de plus en plus étendus. Et donc l'ARCOM applique la loi, hein, ça je ne le nie pas. Donc ça, c'est un premier coup. Oui, non, mais, je suis ancien DG de l'ARCEP. Ce que je veux dire, c'est que les communications électroniques passées à la distribution de la presse, je veux bien, mais il faudra m'expliquer le rapport. Bon, voilà, donc ça, c'est une tendance, je pense, de fond, qui se justifiait pour l'audiovisuel en raison des contraintes techniques, etc., qui, à mon sens, se justifie peut-être moins sur certains aspects. Bon, la communication numérique, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est que l'audiovisuel, mais la communication numérique, alors on nous définit les plateformes, les services de partage de vidéos, etc., mais la communication numérique, je ne sais pas. Or, comme la presse écrite, si vous passez ce vieux terme, elle est de plus en plus diffusée sous forme numérique, je me dis qu'un jour, voilà. Donc ça, c'est une réalité. Après, je ne dis pas que l'ARCOM est un censeur qui contrôle les contenus en amont.
Mais j'illustre ce que je Il n'est voulais... pas, là, parce que là, je pense que c'est important de le dire, et puisque là, on parle de serait bien désinformation. on aimerait pas recevoir des saisines parce qu'on va toutes les rejeter. Voilà, parce non, que je vous promets qu'on a zéro compétence. Voilà, il n'y a pas de compétence en amont. Enfin, voilà, je pense qu'il faut le préciser. Non, mais ça on est bien d'accord. Mais si vous voulez, bon, là où je rejoins un peu monsieur, c'est que bon, l'Union européenne interdit les médias russes sur le territoire de l'Union, ou bon, soit déjà un peu contestable au regard de la liberté d'expression, je passe. Et le législateur donne à l'Arcom un pouvoir de mise en demeure, éventuellement de sanctions, pour les sites miroirs. Bon, en l'absence de décision judiciaire, enfin, au fond, la LCE ne peut pas s'appliquer. Ça me pose un peu un problème. L'Arcom reste une autorité publique. Et là, je reviens. Donc, les pouvoirs publics interdisent des médias, ce que je pense... bon, je ne sais pas si ce que je vais dire est vrai, mais il me semble que les contenus de RT, on peut quand même y avoir accès. Enfin, vous allez nous dire ça. Donc, c'est pas très efficace. Et en plus... voilà, l'Arcom vient avoir un pouvoir de mise en demeure, de sanctions. Donc, au regard de la liberté d'expression, là, je pense que l'équilibre... Et puis, la dernière chose que je voulais dire, vous avez comparé la transparence imposée aux entreprises de presse et puis la transparence des plateformes, mais là vous comparez des professionnels qui ont une déontologie, notamment les journalistes, et puis des utilisateurs des services, comme dit le DSA, qui, eux... non pas, et les éditeurs sur les services en ligne, les éditeurs professionnels ont une obligation de transparence, mais pas les internautes lambda. Donc il me semble que la comparaison n'est pas tout à fait... Je voulais peut-être... Je peux répondre. Oui, mais peut-être sur le prisme justement des conflits, puisqu'on est à l'école militaire, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces sujets, et que l'actualité nous nourrit. Donc en période de conflit, cet équilibre, comment on fait pour tenter de le maintenir, de vos points de vue? Clémenceau, il parlait du droit sacré d'injurier les ministres. Il disait ça pour résister à la pression de certains de ses proches qui voulaient renforcer la censure en 1917 alors qu'il était président du Conseil. Et alors, je ne dis pas qu'il ne l'a pas pratiqué, parce qu'il l'a pratiqué un petit peu, mais pas beaucoup. Et ça tenait à sa personnalité. Et je me permets de revenir juste sur une seconde sur l'histoire de la transparence. Là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Enfin, moi, je suis directeur de la publication du Point. Il y a mon nom qui est écrit dans l'ours, comme on dit. Donc tout le monde sait qu'il faut... Et donc moi, je passe du temps au tribunal pour suivre que ça. Donc moi, je suis pour la transparence. C'est super. Je suis pour que... D'ailleurs, quand on essaie de nous poursuivre des gens qui nous menacent de mort sur les réseaux sociaux, on a souvent un peu de mal à obtenir. Mais enfin, c'est pas... comment dire, c'est pas un régulateur qui nous permet d'obtenir les noms des gens qui nous menacent de mort, c'est la justice. Donc, je suis d'accord avec vous. La transparence, on peut même lever l'anonymat, la levée de l'anonymat, la question de la responsabilité des plateformes elles-mêmes. Tout ça, c'est des très très bons débats. Je suis entièrement d'accord. J'arrive pas à comprendre une seconde pourquoi il y aurait besoin d'un régulateur au milieu de tout ça. Ça, c'est la question que posait. Et de toute façon, sur le fond, comment dire, c'est l'éternel problème que la question que posait Juvénal, qui est un poète satirique romain du 1er siècle, qui disait mais qui gardera les gardiens? Et pardon, j'ai le plus grand respect pour vous. J'aime beaucoup Roch-Olivier Maistre, que je soupçonne au fond de partager les mêmes idées de liberté que moi. Mais on ne sait pas qui sera là à votre place plus tard. Et de toute façon, je n'ai confiance en personne. De ce point de vue-là. Non, c'était clair. Non, mais c'est une règle de base. Et puis même le mot déontologie, c'est très intéressant. Le plus haut fait d'armes de l'histoire de la presse, et ça concerne d'ailleurs l'histoire militaire de la France, c'est l'affaire Dreyfus et le J'accuse de Zola. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, le J'accuse de Zola. Vous l'avez probablement vu dans des livres d'histoire, vous voyez la une, etc. Il faut lire le texte. Ce texte ne respecte aucune règle déontologique. Aucune. C'est de l'accusation brute, brutale. Il n'y a pas le début d'une preuve. Il n'y a pas un semblant de contradictoire. Il avait raison surtout. Et heureusement qu'il est paru, et ça a été une bascule historique. S'il y avait eu un comité de déontologie à la noix, comme on en invente à peu près toutes les 3 semaines, à l'époque, il aurait probablement conclu que ça passait pas la rampe. Et donc, ce qui compte, c'est la liberté d'expression. Et d'ailleurs, Zola a été condamné par la justice après coup, mais il a pu paraître. Après, en temps de conflit, la réalité, c'est qu'il y a une forme de nécessité du mensonge d'État quand même en temps de conflit, qui
une réalité. Hein. Enfin, ça arrive tout le temps. Je ne connais pas beaucoup d'États en guerre qui n'ont pas menti. Enfin, je ne sais pas, vous en connaissez, vous il y a sans doute des spécialistes de l'histoire militaire dans la salle. Ça n'existe pas. Le mensonge d'État existe forcément. Ce qui compte, c'est qu'il y a une liberté derrière de la presse, mais aussi des citoyens, de dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Et alors après, il peut y avoir des limites qui sont des limites d'accès aux informations militaires. Il est normal que chacun se protège. Mais la seule chose qui nous protège, c'est la liberté d'expression. La seule, la loi de 1881. Et tout organisme qui se mettra en travers est un organisme liberticide. Benoît, alors, Karine, non, mais c'est intéressant parce qu'on en revient toujours à cette articulation avec le juge et on en revient toujours à cette logique de seul le juge peut agir, mais il y a besoin de politique de prévention. Vous avez mentionné, effectivement, c'est important, le juge est saisi très régulièrement pour des propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux. Et donc, il doit se retourner vers les réseaux sociaux en disant fournissez-moi l'information. Qui sont les usagers? Quelles sont leurs adresses Internet? Et le constat qu'on a pu faire, c'est prévu ça depuis la directive e-commerce et depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est que le juge n'y arrive pas. Parce que vous êtes juge, vous avez une affaire spécifique, vous demandez l'information sur un usager, et derrière, vous avez une plateforme qui est dans une autre géographie, qui n'est pas implantée en France. Et si vous partez dans des opérations, alors vous avez le choix de coopération internationale, ça peut prendre plusieurs années. Et donc, au bout d'un moment, le Parlement, les parlements nationaux et le Parlement européen ont dit « mais ça n'est plus possible ». On veut que les plateformes aient l'obligation de répondre aux juges quand ils font, et uniquement aux juges, dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le respect des lois nationales. Et donc, ils ont rajouté un mécanisme de prévention. C'est l'article 9 et 10 du règlement sur les services numériques qui dit que les régulateurs n'ont pas le droit de poser de questions aux plateformes, n'ont pas le droit de leur dire qui était l'usager, mais que quand le juge pose la question, nous, on a le droit de faire le tableau de bord, de dire mais il y a combien de questions qui sont parties des juges français vers toutes les plateformes qui sont actives en France, et dans quel délai les plateformes répondent aux questions des juges. Et si on voit que les délais ne sont pas là, si on voit qu'il y a une plateforme qui ne répond jamais, alors oui, les régulateurs peuvent intervenir en disant il y a un défaut de moyens. Et on intervient au service des juges, au service de la justice, et on le met assez haut dans nos priorités parce qu'il nous semble que c'est le socle de l'état de droit que les décisions de justice soient respectées. Et donc l'article 9 et 10, il y en a un qui dit des juges peuvent poser des questions sur qui sont les usagers pour pouvoir établir les responsabilités et, le cas échéant, dans le respect de l'état de droit, prononcer, si c'est justifié, des condamnations pour abus de la liberté d'expression. Et l'autre, c'est de dire des juges peuvent déterminer qu'un contenu dépasse les limites de la liberté d'expression et les juges peuvent exiger le retrait d'un contenu. Et là aussi, le seul pouvoir des régulateurs, c'est de dire mais si ces décisions ne sont pas mises en œuvre, alors oui, on a centralisé une capacité de dire on défend l'état de droit qui est au cœur de la construction européenne, qui est au cœur de la Charte des droits fondamentaux. C'est l'état de droit existe aussi sur l'espace numérique. Et on sent, nous, qu'il y a une action concertée en ce moment des grandes démocraties. Ça commence par la Cour suprême du Brésil qui dit les décisions de justice de la Cour suprême du Brésil sont respectées et X ferme si elles ne respectent pas. Ça passe en France par le parquet de Paris qui se retourne vers Telegram en disant Telegram aussi participe à l'état de droit. Et on sent qu'on est en train de bouger et que cette perception que le numérique est un espace de non-droit est en train de reculer. C'est un espace de droit dans les démocraties, sous le contrôle du juge, et la régulation y participe, mais ne touche pas au contenu. Karine. Oui, alors effectivement, ça repose encore une fois le débat qui a été posé avant sur ex ante et ex post, c'est-à-dire l'utilité du régulateur. C'est pas nécessairement, enfin c'est pas du tout d'ailleurs de sanctionner, c'est plutôt le dialogue et la concertation. Et en fait, ce qu'il faut concevoir, c'est que ça va prendre du temps, mais à terme, c'est des stratégies d'évitement de cette désinformation ou des ingérences, c'est-à-dire de mettre les bons outils pour essayer de ne pas en arriver à devoir réparer en fait ce qui a été perpétré sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout l'intérêt du régulateur. On ne va pas faire du régulateur un censeur, et encore une fois, le but c'est pas de sanctionner, mais c'est vraiment de créer les outils idoines et de monter en compétence sur le numérique. Parce que effectivement, comme vous l'avez dit, et que ce soit Agnès
où en fait il y a une fragmentation des régulateurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régulateurs qui viennent s'intéresser au numérique, mais aujourd'hui il faut réfléchir au global, appréhender les questions de façon globale, et il faut que chaque régulateur change de culture pour appréhender cet outil, ces plateformes, et pour pouvoir apporter les réponses idoines. Et moi, je vois tout l'intérêt du régulateur à ce niveau-là, c'est-à-dire ce que le législateur ne peut pas faire ou ce que le juge ne peut pas faire ex post, ou en tout cas lorsqu'il le fait, c'est peut-être trop tard. Eh bien, c'est de positionner le régulateur dans une stratégie ex ante, et donc de pouvoir intervenir pour éviter la réalisation des risques et pas attendre que le risque se réalise. Et ça suppose, bien sûr, que ça se fasse, non pas à l'échelle du régulateur français, parce que je pense que l'ARCOM n'est pas est d'accord avec moi. D'une équipe européenne. Voilà, mais au sein d'une équipe européenne, puisque l'avantage de ces règlements européens, c'est de reterritorialiser la réponse, eh bien, à l'échelle de l'Union européenne, qui est la bonne force de frappe, plutôt qu'à l'échelle des États. Et ce qui permet d'harmoniser aussi la fonction de régulation et de se mettre derrière, en fait, la Commission. Alors j'ai un peu de mal à dire ça aussi, parce qu'il faut que la Commission elle-même acquiert de nouvelles armes pour devenir et se transformer en véritable régulateur, ce qui n'est pas par essence ce qu'elle fait, mais qu'elle se transforme véritablement, qu'elle se transforme en négociateur. Des acteurs globaux, et donc, oui, mais c'est pas son rôle au départ. En fait, voilà. C'est un nouveau métier. Puisque vous êtes face à... Là, on régule des acteurs mondiaux. Et donc, je voulais on va passer la parole à la salle, je pense. Revenir sur la question de rareté, parce que c'est vrai que dans l'étude qu'on a présentée ce matin, la question des médias traditionnels revient, et on montre bien que sur des questions de conflit comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les médias traditionnels restent quand même la référence, y compris les médias audiovisuels. Et donc, et on voit bien, si je vais un peu plus loin, que quand on voit, vous parlez de la rareté des fréquences, malgré l'obésité internationale, il y a une rareté des fréquences, puisque on a bien vu là sur les renouvellements de tel ou tel, ça a quand même créé de vrais débats, de vraies questions, et pour aller même jusqu'à des contentieux qui sont en cours. Donc, vous avez raison, le fait que des gens se battent pour les fréquences prouve qu'elles ont encore de la valeur. Et que le public, et puis quand on lit les études... Alors, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'intérêt du public pour les médias... Oui, parce qu'il y a un intérêt du public pour des médias qui embauchent des journalistes et qui emploient des journalistes et qui font leur boulot. Ça, c'est tout à fait autre chose, mais ça, c'est leur choix, et tant que c'est leur choix, et c'est très bien. D'ailleurs, vous faites bien d'insister là-dessus, parce qu'il y a un sujet économique derrière. Je parlais de la concurrence tout à l'heure, mais il y a un sujet économique, c'est que la prédation des plateformes, et ça, c'est du sujet de droit de la concurrence, typiquement, sur les médias traditionnels, comme on dit. La presse a perdu à peu près la moitié de son chiffre d'affaires depuis 15 ans, globalement. La différence entre monsieur et madame tout le monde qui s'expriment sur les réseaux, c'est que soit c'est un avis du bistrot, soit c'est un avis qui peut être influencé, par exemple, par la Russie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Je dis nous, globalement, on paye des journalistes pour aller en Ukraine. Ça coûte très cher, un reportage en Ukraine. Vous payez de la sécurité, vous payez des journalistes, vous payez des charges, vous payez du temps. Tout ça n'est évidemment pas rentable. Aujourd'hui, quand on envoie d'ailleurs, on a presque en permanence un journaliste en Ukraine depuis le début du conflit. On est une petite boîte, ça nous coûte très cher. Et c'est un vrai sujet, parce que le siphonnage de cet argent fait que l'information, là je reviens à un mot d'ailleurs que j'aime pas, est devenu plus compliqué à titre privé. Et je pense qu'il est très important que les entreprises, que les journaux, que les médias restent des entreprises privées ayant leur propre objet et leur propre rentabilité. La rentabilité des entreprises privées est très importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui leur donne de l'indépendance. L'indépendance économique et l'indépendance éditoriale, c'est le même sujet. Que si on devient des fondations, des think tanks financiers, on devient redevable à nos mandants. Ce qui n'est pas le cas pour les actionnaires, contrairement à une idée assez répandue. Un journal ou un média n'est dépendant de ses actionnaires que s'il perd de l'argent. Tant qu'il en gagne, tout va bien. Et donc là, il y a un deuxième sujet derrière, c'est que la capacité à enquêter, ça c'est un vrai énorme sujet, à aller sur le terrain pour voir par soi-même, ça c'est un sujet économique et c'est une conséquence absolument majeure sur le débat public. Je préfère utiliser ça plutôt que le paysage informationnel, parce que j'aime pas beaucoup ce mot. Mais sur le débat public, c'est d'avoir des gens qui ont la capacité d'aller vérifier et qui en vivent. Voilà, la naissance de la presse libre, c'est la naissance des petites annonces. Je reviens au J'accuse de Zola. Vous allez en page 4, vous avez les petites annonces immobilières, le prix de la farine, le marché aux chevaux, une pub pour un élixir douteux,
Vous enlevez l'élixir douteux et l'annonce immobilière, vous n'avez pas Zola. Merci beaucoup. Peut-être une question dans la salle. Aujourd'hui, c'est Google qui l'a bouffé, la pub. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Et bien après, on va devoir... Donc, sur le côté économique. Oui, bonjour. Lucas Chevalier du Clémy, j'avais une petite question sur la question financière, puisqu'il a été pointé en effet que les plateformes en effet aspiraient l'argent de la publicité. C'est aussi pour ça que je crois que certains médias, et beaucoup des médias traditionnels, perçoivent des subventions publiques. Alors justement, vous me corrigerez, mais je me posais la question du reversement des sanctions financières qui pourraient être imposées par la Commission européenne dans le cadre du DSA. Et auquel cas, est-ce qu'il y aurait un fléchage potentiellement de cet argent pour en effet servir à lutter contre la désinformation? On pense à l'éducation aux médias bien sûr, mais peut-être à d'autres actions. Et je m'adresse en l'occurrence à l'ARCOM pour voir comment est-ce qu'en effet les régulateurs européens travaillent entre eux peut-être sur cette question des sanctions et du fléchage de ces sanctions. Merci. Merci beaucoup. Quand l'ARCOM met des sanctions, au titre du DSA, les sanctions sont versées au bénéfice du CNC. Donc c'est recyclé dans les programmes du CNC pour financer plus de création. Mais ça a été prévu par le législateur. Dans le cadre du DSA, à ma connaissance, ça n'a pas été prévu. L'argent est reversé au budget général de l'Union européenne. Réciproquement, c'était une révolution de confier un rôle de régulation à la Commission européenne. Comme ça a été dit, ce n'est pas un métier historiquement qu'elle a développé, c'est un nouveau métier pour la Commission européenne d'aller construire, pour aller au contact des entreprises qu'on régule. C'est l'enjeu d'avoir un régulateur, c'est sa valeur ajoutée, c'est qu'il peut travailler justement comme il fait de l'ex-ante avec l'industrie, là où ex-post, non, vous ne travaillez pas. Vous portez votre jugement, vous mettez la sanction. La Commission européenne a accepté ce mandat uniquement parce que ce n'est pas elle qui l'a proposé. C'était dans la présidence française de l'Union européenne qu'il y a eu ce mouvement au Conseil puis au Parlement de dire on veut que la Commission européenne joue un rôle central pour arriver à créer le rapport de force avec ses acteurs globaux. Elle a dit mais je veux être financée. Et donc là, par contre, le texte le prévoit, il y a une taxe de régulation qui est payée par les très grandes plateformes uniquement et qui sert à financer l'action de l'Union européenne. Et il y a une question qui se pose de savoir est-ce que ça va servir uniquement à financer les équipes de la Commission européenne ou est-ce que ça va permettre d'abonder aussi le budget financer les signaleurs de confiance et financer les vérificateurs de faits. Parce qu'on sent qu'il y a effectivement un enjeu. Plus généralement, et je suis content que vous me donniez l'opportunité de le dire, je rappelle toujours le règlement sur les services numériques, c'est une loi de régulation assez incroyable, d'une très très grande modernité et qui sidère toutes les autres régions du monde qui se sentent toujours aussi désarmées face à cette situation compliquée de l'apparition des grandes plateformes. Elle a un défaut, ça n'est pas une loi de finances. Et donc, pour qu'elle prenne vraiment son effet, il faudra des lois de finances au niveau européen, parce qu'il y a toute une série d'objets qui ne sont pas financés. Le succès du règlement sur les services numériques repose sur d'énormes travaux de recherche du monde académique. Le monde académique en Europe est massivement financé par l'État, par la puissance publique. Il faut qu'il y ait des réattributions de moyens pour prioriser les travaux, pour inverser cette asymétrie d'information. Tous les départements d'universités de Paris, de Navarre, de Corse, il faut qu'il y ait des financements qui soient mis en place. Les signaleurs de confiance, ça a été dit, c'est un centre de coût, ça joue un rôle important. Pensez à e-enfant, c'est le premier qu'on a désigné. C'est un centre de coût, ce n'est pas un centre de profit. Il faut des financements. Les vérificateurs de faits, il faut des financements. Donc il faut absolument, et là il y a un rôle pour le politique, parce que c'est le politique qui décide de l'attribution des moyens, c'est normal, ce sont les gouvernements avec les parlements, et il va falloir financer ça, même si il y a une série d'acteurs qui doivent être indépendants, il y a bien 3 sources de financement toujours, financement public, qui peuvent être européens, nationaux ou des collectivités territoriales, financement privé. On prend l'argent des plateformes, on sait le blanchir, vous inquiétez pas, on vérifie bien dans la gouvernance qu'on a pris leur argent et qu'elles n'ont pas d'influence, et on est très content que les académiques dépensent l'argent des plateformes, et la société civile, et donc il nous faut plus de fondations qui se saisissent de ces sujets, et je remercie la Fondation Descartes pour ce qu'elle fait aujourd'hui. Merci beaucoup.